for the lead. Long, Looney tip, no. Looney, yes! Looney, yes! The Warriors win it! And your joy is full. Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien sur SplashPod, le premier podcast francophone consacré à l'actualité NBA des Golden State Warriors de San Francisco. Je suis très heureux de vous présenter ce projet qui a été conçu par des fans pour des fans et on espère que les retours de la Dub Nation répondront à vos attentes. Alors quelle est l'ambition de SplashPod ? L'équipe que vous allez écouter aujourd'hui a décidé de vous faire vivre la saison des Warriors un peu plus en profondeur, prendre le pouls de l'équipe, des analyses du terrain mais aussi en dehors. Bref, on va pousser le curseur afin de donner le plus de clés de compréhension possible aux fans. En termes d'agenda, on s'engage à minima à publier des épisodes à chaque grande période de la saison, à savoir l'intersaison, camp d'entraînement, match de Noël, All-Star Game, etc. Et avant de se plonger dans l'épisode du jour, on tient à remercier particulièrement Nico, le responsable des réseaux sociaux de Dub Nation France, avec qui nous sommes affiliés. C'est un peu notre glue guy, le Iggy de la commu, et donc on te remercie encore. SplashPod n'aurait jamais pu voir le jour sans toi. Bref, en attendant de traiter les sujets du jour, je vais reprendre un des credos des Warriors, straight in numbers, puisqu'il est l'heure, pour le Big Free présent à mes côtés, de se présenter. Dub Nation, lights out, on a Mathilde avec nous. Comment ça va Mathilde ? Ça va bien, merci. Moi je me présente vite fait. Je suis fan des Warriors depuis la saison 2019-2020. Je suis arrivée vraiment au bon moment. Grâce à Monsieur Stephen Curry et ses vidéos juste hallucinantes qui m'ont fait devenir passionnée de ce sport et de cette équipe. C'est plutôt facile comme introduction, en effet, aux Warriors. Aussi avec nous, on a Joe. Comment ça va, Joe ? Eh ben ça va. Merci à tous de nous écouter pour ceux qui le feront. Et moi je me présente vite fait. Alors je suis Joe pour les intimes, mais plus communément appelé sur les réseaux Steph Curry France. Donc je suis les Warriors depuis la fin des années 2010. Donc j'ai connu à peu près toute la carrière de Steph Curry aux Warriors. Donc on est passé par toutes les émotions et ça se passe plutôt bien pour le moment. Voilà, donc en espérant que ça continue. Le fameux Steph Curry FR à suivre du coup sur tous les réseaux. Et enfin Adrien qui est avec nous, ça va ? Ben, ça va super bien en cette soirée. J'ai suivi les Warriors j'ai commencé à les suivre à peu près en même temps que Joe, c'est-à-dire à l'arrivée de Steph, une année avant précisément. Et puis après, cette année 2009-2010 qui opposait en finale les Boston Celtics et les Lakers que j'ai regardé. Et puis après, je me suis dit plongé dans la saison et je suis tombé amoureux des Warriors. Voilà. Trop bien. Et depuis, on suit acharnément les Warriors. Ah bah il faut regarder les 82 matchs de toute manière. Sinon t'es pas un vrai fan. Ouais, on n'est pas loin chaque saison. Et du coup, pour finir, moi c'est Quentin, j'ai 30 ans. Moi, ça fait 10 ans que je suis fan des Warriors. Moi, je suis un peu la génération Bein. Je pouvais pas regarder quand j'étais jeune sur Canal la NBA. Et avec Bein, ça a un peu démocratisé tout ça. Et je suis tombé plus ou moins amoureux du numéro 30 en février 2013, lorsqu'il a planté 54 au Madison Square Garden. Un truc du genre, je sais plus combien exactement. Et du coup, j'ai suivi les Warriors après. Donc ça fait une bonne décennie. Alors maintenant que les présentations sont faites, il est temps de se plonger dans les sujets brûlants de cette intersaison, c'est-à-dire la free agency et surtout le trade de Jordan Poole contre Chris Paul. SplashPod saison 1, épisode 1, let's go. The Bay Area, the energy, the love, the appreciation. Because when you think about it, from Stockton to the state's capital, from the East Bay to Monterey, from Marin County to San Jose, the city by the bay and the town, it's all Warriors ground, it's all Dub Nation. Alors pour tout vous dire, on ne pensait pas démarrer le podcast avec un tel séisme. En préparant l'émission, on se demandait quelle stratégie le front office allait adopter, poursuite de la double timeline, win now, un mix des deux peut-être. Ce qui est certain, c'est qu'on est dans l'intersaison la plus importante de la dynastie à la croisée des chemins. Et vendredi soir, on a appris par l'intermédiaire de Vosch qu'avant la draft, des tractations sérieuses étaient en cours du côté de la Bay Area. Quelques minutes plus tard, le trade tombe, notre nouveau GM, McDonald Jr. décide d'envoyer Jordan Poole, PBJ, Ryan Rollins, un premier tour de draft 2027 protégé top 20, un second tour 2030 pour Chris Paul.
les réactions en live ont été assez équivoques, beaucoup de rejets de la part des fans. Est-ce que c'était ton cas, par exemple, Adrien? Moi, forcément, comme tout le monde, la déception. Et surpris du premier move de Dunleavy. Parce que c'est un move assez osé. Et puis dans un second temps, après, avec un peu de réflexion, on trouve un peu d'apaisement mais un arrière-goût assez âpre, voilà, amer. Oui, je comprends. D'ailleurs, c'est bien qu'on n'enregistre pas le soir du trade, parce que je pense que la discussion aurait pris une autre proportion. Ouais, des petits noms d'oiseaux sont partis, effectivement. Et puis pour rentrer dedans, effectivement, réaction surpris parce que je m'attendais pas du tout à ça. Surtout aux joueurs qui arrivent chez nous, Chris Paul. Voilà. Ouais, c'était un peu ma réaction aussi de mon côté. Déçu du départ de Jordan Poole, mais pas surprise. Par contre, l'arrivée de Chris Paul, un peu tombé des nues. Et sur un ton un peu plus léger, la réaction d'après, ça a été « Oula, il faut changer tout le script du podcast ». C'est ce qu'on a fait, effectivement, ouais. Et du coup, toi, Joe? Ouais, j'ai encore un peu de mal à redescendre. Je vais pas vous mentir que à chaud comme ça, c'était compliqué. Mes tweets l'attestent parce que j'ai été on va dire très énervé, mais très virulent, oui. Ouais, au fur et à mesure, j'ai un peu compris le départ de Jordan Poole. Voilà, des petites infos à droite à gauche étaient sorties sur le pourquoi du comment, voilà. C'est juste le move, quoi, Chris Paul, que je comprends pas, en fait. Et je pense que absolument personne, je pense pas qu'il y ait une ou deux personnes de sensé qui comprennent ce move, hormis peut-être, voilà, ceux qui l'ont fait et ceux qui ont donné leur validation, mais voilà, j'étais très énervé et tellement énervé que j'en ai raté mes œufs sur le plat, donc c'est bien. Moi je rejoins un peu l'avis de tout le monde. Ça arrive d'être surpris par un trade en NBA, mais pas si souvent d'être choqué. Et ça faisait longtemps que moi je l'avais pas été en tant que fan des Warriors. Et si on parle d'un point de vue, presque sentimental, vraiment un point de vue de fan, pour moi c'est un des pires scénarios parce qu'on échange un futur All-Star de 24 ans contre Chris Paul qui va sur ses 39, qui est haï par les fans. C'est vraiment ça m'a déçu sur le coup, vraiment. Et quand on pense à ce qui s'est passé avant, ça veut dire que Curry a été consulté, qu'il s'est pas opposé. Alors pour moi, Curry et Paul, c'est ambivalent en fait. C'est 10 ans d'affrontement. Curry, c'est un peu son père, tu vois. C'est LeBron, il veut jouer avec son fils. Curry va jouer avec son fils aussi. Donc il a dominé avec les Clippers et les Rockets. Et la dernière fois qu'ils se sont croisés sur un terrain, je sais pas si vous vous rappelez, sur un drive, il lui a dit en gros on n'est plus en 2014 désormais. Steph à Chris Paul. Ce qu'il faut aussi rappeler, c'est que au début, Chris Paul c'était un peu le mentor de Steph. Ah oui, dans ses années rookies, tout ça, oui. Son rival, et là où Draymond était toujours très critique et disait que Steph il aimait bien faire copain avec Chris Paul, alors que il trouvait que Chris Paul, il s'en servait pour le garder un peu sous le bras et que les affrontements soient plus faciles. Et ensuite, Steph a un peu changé quand même vis-à-vis de Chris Paul. Oui, c'est surtout dans ses années rookies, je crois qu'il a été accueilli par sa famille, la famille Chris Paul, il l'a conseillé, etc. Donc oui, ça n'a pas toujours été l'affrontement. Mais ce que je retiens moi quand même, c'est que le front office, à sa manière, ils ont décidé de maximiser en fait la fenêtre de tir de Curry. Il y a pas de timeline, il y en a qu'une seule, c'est la Steph Curry timeline, et c'est la seule que j'ai jamais comptée en fait. Là ouais, ce move c'est clairement ça, et puis surtout c'est que je trouve que Dunleavy du coup il arrive fort en fait, il montre que c'est lui le nouveau patron et de quelle manière il le montre, voilà. La transition était violente, oui. Voilà, c'est ça, exactement. Ok, parfait. Du coup, à défaut de faire le deuil des pool parties qui vont durer plusieurs semaines, je pense, avant de s'y faire et de le retrouver sur son mail de Washington, on peut peut-être revenir sur ce qu'était l'expérience Jordan Poole. Et je dis expérience parce que c'était vraiment divertissant à voir quand même. Donc, qu'est-ce que vous retenez personnellement de son passage? Jordan Poole, c'est du show. Tout le temps. Dans le positif et parfois dans le négatif aussi.
On l'a adoré, il nous a fait vibrer, il nous a fait lever du canapé, du lit, peu importe sur quoi on regarde les matchs. Et puis il nous a beaucoup frustrés aussi parfois, surtout sur les fins de match. Mais c'est aussi pour ça les qu'on fins de l'adorait. carton, oui. Clairement, oui. Il avait un jeu à haut risque. Hein. Donc c'était un joueur très excitant. Enfin, il était élite en pénétration, au lancer franc, élite aussi sur sa capacité à faire des têtes cheloues et créer des mèmes sur Internet. Élite quand il y avait des baddies aussi au Chess Center. Enfin, vraiment, les sommets étaient très hauts avec lui, mais bon, sa dernière campagne de playoff, son inconsistance défensive, enfin, on peut même dire concentration. Hein. Pour moi, la dernière image que j'ai de Jordan. Ouais, je suis d'accord avec toi, ouais, c'est ça, c'est la concentration, c'est exactement ce que j'allais dire, la dernière image que j'ai de lui, malheureusement, c'est les playoffs et sa concentration. J'ai presque envie de dire implication, même, moi. Oui, voilà. Il avait presque un pied dehors, hein, parfois. Moi, je pense que c'est le teston, je dirais, le melon. Le melon, moi, je pense que c'est qu'il a très mal vécu la façon dont la polémique de début de saison a été gérée. Il y a ça et je pense que son contrat, son gros contrat, son pactole, qui disait en plus, je sais pas si vous vous souvenez pendant la célébration dans le vestiaire, avec Wiggins. voilà, avec Wiggins, ils disaient qu'ils allaient avoir leur bague, donc c'est voilà, Wiggins finalement il l'a pas eu parce que il a eu moins que ce qu'il avait avant, mais je pense que pour un jeune comme ça, il a 23-24 ans poule qui touche son premier gros pactole comme ça. Ouais, puis il faut savoir d'où il vient aussi. Enfin, je peux comprendre. Une saison et demie avant, il était en G-League, quoi. C'est ça, mais je peux comprendre que que tu sois un peu submergé et tout. Et je pense que ça le met un petit peu monté au nez. Et comme tu dis, Mathilde, l'histoire avec Draymond Green, je pense que ça c'est pas, voilà, il n'y a pas eu les sanctions nécessaires qu'il aurait dû avoir pour Draymond, malgré qu'on ne sait toujours pas le pourquoi du comment. Draymond a mis une patate, mais on ne sait pas pourquoi. On ne saura certainement jamais parce que ça restera comme ça. Mais voilà, je pense que on est tous d'accord là-dessus que ça n'a pas été géré comme ça aurait dû, quoi. Ouais, c'est sûr. C'est exactement. Poole est la victime dans toute l'histoire. C'est lui qui se fait agresser par un coéquipier qui est considéré comme un grand frère. Ce même grand frère, il se fait pas suspendre. Du coup, la cohésion d'équipe s'écroule. L'organisation. Sans parler de la vidéo qui fuite, quand même. Ah oui, non, parce que en plus, c'était en mondivision dans le monde entier. Donc, chaque fois que Jordan Poole apparaissait à l'écran, pour un auditeur, pour un spectateur lambda, c'est celui qui s'est pris une patate à l'entraînement, et ça a pris des proportions énormes. Après, j'ai envie de vous dire que la vidéo, elle est sortie quelques heures, je crois, après. Mais dans tous les cas, elle serait sortie un jour ou l'autre. Et elle serait peut-être sortie, par exemple, à la fin des playoffs, en montrant que ce qui s'était passé dans le milieu de saison. Enfin bref, elle serait sortie, donc il y aurait quand même un reportage sur les Warriors. Voilà, mais c'est malheureux. Après, c'est des bagarres de vestiaire, mais quand il y a des bagarres comme ça, il faut savoir gérer derrière. Et là, ça n'a pas été géré correctement, quoi. Ensuite, du point de vue. Moi, j'ai une question. Juste pour vous, genre une image ou une action de Poole, si vous avez en tête là, pour on va dire de son œuvre chez nous. Ouais. Il y a la plus évidente, c'est les 2 buzzer beaters qu'il met en finale contre Boston. Ouais, j'ai la même, ouais. Il y en a une autre, moi, que j'aime beaucoup, je sais pas si vous vous rappelez, c'était pendant la campagne de playoff de la saison précédente pour le titre. Il y a un match à Utah en fin de saison qui marque un peu le début de notre momentum. Et on finit sur un 15-0 pour finir le match alors qu'on est derrière pendant 3 quarts temps. Et à un moment donné, il y a Poole qui fait un side step sur Gobert à 3 points, et pour nous prendre de l'avantage, c'était magnifique. Oui, je le vois à 45, non? Oui, exactement. Ouais, je vois. D'ailleurs, cette action-là, je l'ai mis dans la vidéo hommage que j'ai fait sur mon TikTok pour Jordan Poole. Pour les gens qui l'ont pas vu, comme ça, voilà. Parce que c'est aussi le marqueur que c'est lui qui a accompagné. Ouais, après, moi, pour une image marquante, ce sera cette saison, bizarrement. Et ça sera le match qu'on fait alors, le clin d'œil est beau, mais j'ai pas fait exprès de choisir parce que c'était l'équipe là, mais c'était au match contre les Wizards qu'on fait au Capital One là-haut, juste après la célébration du titre à la Maison Blanche où il a fait une pool party mais de dingue, quoi.
troisième carton qu'il Ouais, fait là-haut. c'est là où il met un step back et puis après il fait un open under sur Ouais, sur le pivot il est magnifique. sur Gafford. Sur Gafford, ouais, non, ce match-là. Après, évidemment, les buzzer beaters contre Boston, c'est beau, mais c'est une action, tu vois. Moi, là, c'est vraiment, c'est pas un match entier non plus, mais c'est un carton, et je trouve que ça me rappelait Steph Curry au début, en fait, quand il prenait feu, et ouais, franchement, ce match-là, gros match de poule. Petite anecdote, moi aussi, que je retiendrai de Poole, ça résume bien le personnage et la confiance qu'il peut avoir, c'est toutes les fois où il demandait à Steph ou à Clay de pouvoir prendre les lancers. Ah oui, j'adore. C'est vrai que c'était des belles images à chaque fois. Ouais, c'était génial, tout le monde se marrait. Alors, ce qui était marrant, c'est que Steph, il lui laissait, mais Klay Thompson se fumait, il avait pas envie. Steph lui laissait pas. Non. Des fois, mais... Du coup, ensuite, du point de vue du joueur, est-ce que vous êtes content qu'il aille à Washington? Oui, parce que c'est pas une équipe que j'aime ou que je déteste, quoique même si c'était ça, à la limite c'est comme ça, mais parce que le projet de Washington était bancal depuis des années, et là ils ont enfin décidé de mettre un point final à ce qu'ils avaient entre Bradley Beal et l'époque Bradley Beal et l'époque John Wall, c'est un peu ça, hein. Et en faisant partir Bradley Beal et en repartant sur une reconstruction. Et là, quand je regarde l'effectif actuel des Wizards mis à jour après la draft, j'ai cette pensée qui me vient en me disant que Jordan Poole sera potentiellement le franchise player, quoi, parce que c'est un joueur qui a si ça bouge pas, oui. Si ça bouge pas, non, à l'instant T, je parle évidemment, hein. Mais oui. C'est un joueur qui a du vécu. Il a 24 ans, certes, mais il a vécu 2 fois les playoffs. Il est champion en ayant joué un énorme rôle dans le titre de champion des Warriors. Donc voilà, je pense que il a une belle carte à jouer. Il a prouvé cette saison sans Steph qu'il pouvait tenir une équipe, parce que Jordan Poole sans Steph Curry, c'est plus de 25 points de moyenne. Donc ce qui est quand même correct pour un joueur de son âge. Cette saison, il est à 28 points de moyenne sans Steph. Ouais, c'était quand même sa deuxième saison pleine, hein, parce que les autres années, entre les allers-retours en G-League ou faire banquette, voilà, c'est pas vraiment une saison pleine. Mais je pense que pour lui, c'est une belle aventure, et voilà, hein, moi secrètement, j'irai suivre quand même les Wizards. Hein. Ouais, c'est le cadre idéal pour lui, je pense. Là, il va avoir feu vert à volonté, il va pouvoir shooter quand il veut, ce qu'il veut. Et je pense que les fans vont l'adorer. C'est sûr à 100%. Ouais, c'est sûr à 100%. Ils vont moins l'adorer que tu vas lâcher un 3/10 à 3 points, quoi, et un 4/20 au shoot, quoi. Oui, c'est sûr que franchement, il aura des soirées sans, parce que là, il va avoir une vingtaine de shoots par soir, donc forcément, il va avoir des trous. Personnellement, très très impatiente de voir ce qu'il va nous mettre sur la figure la prochaine fois qu'il revient au Chase Center. Sur Tonton Draymond. Oui. Ouais, franchement, ça va être trash talk, c'est sûr, ouais. Ça va être drôle, ça va être du divertissement, ça va être des popcorn. Mais ce qui peut surtout être intéressant, c'est moi, j'ai toujours vu comme ça Jordan Poole, et après, c'est pas de sa faute aussi, parce que justement, il veut, comment dire, prendre comme modèle les plus grands, mais moi, j'avais toujours cette sensation que Jordan Poole, c'est qu'il voulait imiter Steph Curry, en fait. C'est-à-dire qu'il prenait les mêmes shoots que lui, il faisait à peu près la même chose que lui, mais voilà, sauf que Steph Curry, il y en a qu'un, et il y en aura sûrement qu'un, c'est même sûr. Donc je pense que Jordan Poole, en fait, comme je disais, il faut qu'il trouve son jeu, en fait. Il faut il trouve qui est vraiment le Jordan Poole, qui prenne vraiment les shoots à lui, qui trouve ses moves à lui, et peut-être que d'être parti des Warriors, alors que ce soit les Wizards ou si c'était les Rockets, enfin n'importe quelle autre franchise, je pense que ça peut l'aider à découvrir quel joueur il est, et d'enfin se lâcher, quoi. Non, évidemment, il y aura du déchet, mais si ça peut le permettre de grandir et de devenir le joueur qu'il doit être, tant mieux pour lui, quoi. Non, clairement, c'est un très bon point. Puis là, potentiellement, comme tu le disais, là, il part en franchise player dans une équipe en totale reconstruction. Je pense. Hein, après, quand tu vois le effectif à l'instant T, je vois pas qui peut l'être. Mais sauf s'il y a des moves, c'est lui qui est le franchise player. Mais du coup, ça va peut-être l'apprendre le sens des responsabilités, et notamment revoir sa sélection de shoot. Quand on voit comment il est élite en pénétration près du cercle, tu peux peut-être tenter moins à 3 points.
et te rapprocher de la C'est ligne. là-dessus où ça rejoint Joe, ouais, où parfois il prenait des shoots à la Steph et tu fais bah non. Comme dirait notre dubnation.fr, quand tu pénètres, de bonnes choses arrivent, oui. Et sur Steph, c'était pareil, hein. Steph, c'est le plus grand shooter all time, mais il y a des fois, moi, il me prend la tête quand il prend ses pull-ups à du logo alors qu'il peut pénétrer. Mais bon, voilà, c'est Steph, on peut rien dire. Mais du même acabit que Steph, Poole, il faut qu'il pénètre. En plus, il a un premier pas qui est exceptionnel, qui joue là-dessus, quoi. À la différence que c'est pas du tout les mêmes pourcentages de réussite quand Steph le tente que quand c'est Poole. Ah bah oui, exactement. Ça c'est sûr. Puis, si ça bouge pas, il va jouer avec Tyus Jones, qui est un meneur gestionnaire, qui a un des meilleurs ratios assist-turnover de la ligue. C'est super à côté de lui, c'est même parfait. Et il a quand même montré déjà qu'il pouvait être un patron, la responsabilité en tout cas, puisqu'il a déjà contacté Bilal Coulibaly, l'ancien des Mets, le Français qui a été drafté en 7, et il l'a déjà contacté pour voir comment ça allait se passer au quotidien. Donc c'est cool. Et il a dû lui dire, écoute, je suis nul en défense, faut que tu fasses le taf pour moi. Lui. Exactement. Là, il a trouvé son rôle, de toute façon, Bilal. Donc voilà. Si on est bon là-dessus, il y a pas que Poole qui part. Il y a aussi PBJ et Rollins. Alors ça va être moins long, je pense, mais quel est votre sentiment sur le départ des deux? De Joe, par exemple. Alors PBJ, je sais que ça affecte beaucoup un de nos vieillards de la team, hein, Loïc. Je sais que ce départ t'affecte beaucoup parce que Loïc aimait beaucoup et PBJ. Mais moi, je suis plus embêté par Rollins que PBJ. Alors, je m'explique. Alors, Rollins, c'est surtout parce qu'en fait, on a dépensé de l'argent pour trade up pour l'avoir et qu'on l'avait fait signer un contrat garanti. Il me semble, si je me trompe pas. Donc oui, ce 3 ans qui était bizarre d'ailleurs. Voilà, c'est ça. Donc personne n'avait compris pourquoi. Et sur les premiers matchs, enfin les premiers matchs, je crois, les peu de matchs qu'il avait fait avant sa blessure, je le trouvais plutôt intéressant. Mais je me dis voilà, au final, Lester Quinones peut le remplacera mieux. Par contre, PBJ, ouais, c'est un espèce de stretch big, enfin pas vraiment big, mais il pouvait. Voilà. Stretch fort, ouais, si, hein, il avait de la taille quand même. Ouais, après voilà, je pense que pour du small ball à la Steve Kerr, il aurait été très très bon, mais et il avait montré des bonnes choses, hein, notamment le match contre les Nets à la haut, quand on se fait démolir. Hein. D'ailleurs, il tape son record en carrière. Je crois que c'était 18 ou 19 points, un truc comme ça, si je me trompe pas. Et il avait montré des belles choses, mais bon, après voilà, hein, comme on dit, hein, quand t'es jeune, c'est compliqué de rester. La NBA c'est du business, donc voilà quoi. Clairement. Les autres, du coup, sur PBJ et Rollins? Ryan Rollins, on l'a clairement pas vu, hein. Il a pas pu montrer ce qu'il sait faire. Je pense que le vrai problème, c'était surtout son poste, en fait. Il y a trop de monde aux Warriors, donc c'était impossible de voir, donc pas vraiment déçu, contrairement à Joe. PBJ, ouais, par contre, un peu de déception. Alors, pas de là à aller verser une larme non plus, mais on a vu, ça shoot très bien, c'est fluide, ça rentre. Et encore une fois, c'est un garçon qui a de la taille et qu'on laisse partir, donc ouais, un peu de frustration, mais en même temps, c'est pas non plus, c'est pas une catastrophe non plus. Oui. Adrien, t'es du même avis? Ouais, à peu près le même avis que Mathilde. Juste pour PJ, moi, ce que j'aimais bien, c'est que il avait cette confiance dans son shoot. Que par exemple Moody n'avait pas que Moody n'avait pas au début. Tu sais, genre PBJ catch shoot sans aucune question dès qu'il était open. Ouais, et ça j'aimais bien. Continue, quoi, ouais. Même après des ratés d'ailleurs. Ouais, exactement. Et ça j'aimais bien parce que ça veut dire que le mec il savait que son taf c'était mettre des shoots et donc il prenait ses shoots sans aucun problème et j'aimais bien ça. Et puis surtout c'est vrai qu'il avait un assez beau shoot et j'avais à moyen terme on arrivait à avoir un rôle pour lui en fait dans l'effectif. Donc ouais, un peu déçu par son départ, mais bon, on s'en remettra, je pense. Et mais un peu déçu. Ouais. Après pour PBJ, c'était à la sortie du collège, il était annoncé top 10 à la draft. Hein. Et ce qui l'a fait vraiment reculer, donc à la 27e place, ce qui a quand même une énorme chute. Hein. C'est un mauvais choix d'université. Je crois qu'il a pris une université qui était très très méconnu parce que je crois que c'est son père qui était là-bas si je me trompe pas. Ouais, c'est ça.
Ouais, voilà. Et puis il a une grosse blessure aussi, donc ça a un petit peu freiné les gens. Donc, on pouvait penser à un genre de style, 27e position, hein, c'est une position de moins que Jordan Poole, qui avait été drafté 28e. Ça s'apparentait à un bon style. Après, pour les Wizards, ça va être un bon choix, parce que ils vont récupérer un mec, un grand, capable de shooter. Donc, c'est un peu presque pas mal d'équipes recherchent en sortie de banc comme ça. Je pense que il aura un meilleur rôle qu'aux Warriors. Donc, au final, c'est peut-être pas plus mal pour lui, quoi. Je vais pas aller plus loin que vous. Je suis d'accord sur le fond. Hein. J'ai le sentiment que PBJ il aurait pu coller au système Kerr. Enfin, un stretch fort comme ça, j'adore sa gestuelle. On aurait pu le développer, c'est dommage, mais bon, on va pas en faire. C'est pas le départ de Jordan Poole non plus. Alors par contre, Rollins, moi j'avoue que je suis content parce que j'avais pas compris son contrat de 3 ans à la base déjà. J'ai rien contre lui, mais bon, je pense qu'il touche pas du tout. C'est pour ça que j'étais attristé, c'est de son départ dans le sens où en fait on est obligé de se séparer de lui parce que justement on a fait une erreur en lui donnant un contrat garanti. C'est juste pour ça en fait que j'étais un peu deg. J'ai pas compris pourquoi on lui avait donné ce contrat là, quoi. Mais bon. Du coup, en parlant de front office, justement, on n'a pas encore eu le temps d'évoquer la passation de pouvoir qu'il y a eu cet été entre Bob Myers et Mike Dunleavy Jr. Forcément, fallait qu'on rende hommage à l'architecte de la dynastie, et c'est Mathilde qui va s'en charger du coup. Alors, quand on m'a donné cette chronique, je me suis dit, ok, gros morceau, comment on aborde le sujet? Et puis, je me suis dit que finalement, plutôt que d'aller parler palmarès, trophées, etc., on pouvait juste raconter l'histoire de Bob Myers. Bob Myers, c'est l'histoire d'un gamin de la baie, fan des Warriors depuis toujours, et qui en 2011 a obtenu un poste dans sa franchise de cœur. Il commence en tant qu'assistant de Larry Riley, avant d'être promu seulement 1 an après General Manager des Warriors. Juste pour remettre un peu de contexte, il a entre ses mains à ce moment-là une équipe qui n'a pas atteint les playoffs depuis plusieurs années et qui squatte le fond de la conférence Ouest. Steph Curry et Klay Thompson sont déjà présents, mais le premier est en galère avec ses chevilles et le deuxième n'est encore que rookie. Son premier été en tant que GM est un avant-goût de la suite. Harrison Barnes, Festus Ezeli et Monsieur Draymond Green à la draft, extension de Steph pour 44 millions de dollars, contrat pour lequel il est très critiqué, mais qui deviendra de très loin le meilleur contrat de la ligue. Trade pour ajouter de l'expérience au roster, ce qui permet aux Warriors d'atteindre les playoffs et même d'éliminer les Nuggets au premier tour. Merci et bienvenue Bob. Et en parlant des Nuggets, cette série de playoffs donne envie à André Iguodala de s'éclater à Oakland. Ça tombe bien, les Warriors ont encore besoin d'un joueur de talent et d'expérience pour guider le young core. Après une belle migraine pour libérer de la place dans la masse salariale, on accueille Iggy dans la baie. Mais après un échec au premier tour de play-off, Bob réalise le move le plus important de l'histoire de la dynastie. Contre l'avis de Steph notamment, il se sépare du coach Mark Jackson, adoré de tous les joueurs, pour engager Steve Kerr, ancien joueur, commentateur et GM, mais qui fait ses débuts en tant que coach. Pari très risqué. Comme Steph lui fait remarquer, il a plutôt pas intérêt à se tromper. On n'oublie pas non plus la signature de Sean Livingston qui vient compléter un banc déjà XXL. Résultat, premier titre de champion NBA depuis 40 ans pour les Warriors, avec Steve en coach rookie, Steph plus fort que jamais, Draymond en leader et Iggy en MVP des finales. Merci Bob. Il est logiquement récompensé avec le titre de meilleur GM de l'année. Au milieu des festivités, il n'oublie pas la draft et choisit Kevon Looney avec le pick 30. C'est qu'il a du nez, Bob. Après une saison 2015-2016 historique mais terriblement frustrante, une occasion rarissime se présente, celle d'ajouter à un effectif taille champion un des meilleurs joueurs de la planète. Il remplace Harrison Barnes par Monsieur Kevin Durant, sans pour autant se séparer des autres acteurs majeurs du titre en 2015. Ce move lui permet de gagner à nouveau le trophée du meilleur GM de l'année en 2017, mais surtout 2 nouveaux titres, back-to-back. À un tendon d'Achille près et un ligament croisé de faire la passe de 3. Merci Bob. À l'été 2019, il a de nouveau du pain sur la planche. Avec 3 pics de draft, il vit juste avec Jordan Poole en 28. Clay est blessé mais signe une grosse extension bien méritée. Iggy signe à Miami, S-Dot prend sa retraite, KD est sur le départ mais il accepte un sign and trade plutôt que de partir en tant qu'agent libre. Là encore, c'est un coup de maître de la part de Bob, parce que si l'arrivée de D'Lo n'apportera rien, son transfert en cours de saison pour Andrew Wiggins et un pic de draft sera décisif.
n'en déplaise aux nombreuses critiques médiatiques. La draft de Wiseman en 2020 se révélera être un échec plutôt majeur, et oui, même Bob se trompe parfois. La pression est forte à l'été 2021, après une élimination en play-in, un Curry esselé et des lieutenants qui peinent à s'intégrer. Avec le retour imminent de Clay, notre GM se doit de reconstruire un effectif armé pour gagner. L'arrivée d'Otto Porter Jr., le retour d'Iggy, la signature du chouchou de la Dub Nation GP2, la draft de Kuminga et Moody associée au développement de JP et à l'explosion de Wiggins nous offre un nouveau titre NBA, le 4e en 7 ans, le plus beau aussi selon certains. Merci Bob. Il est l'architecte et le maître d'œuvre d'une des plus grandes dynasties de l'histoire du basket américain. En 11 ans, il a fait passer Golden State du statut de punchline permanente à celui de franchise légendaire. Il s'est lié d'amitié avec Steve, il a accordé toute sa confiance à Steph, il a foutu la paix à Clay, il a su gérer et canaliser Draymond, enfin la plupart du temps. Il a accueilli les familles des joueurs, il a fait rire les médias, il a ému les fans, et tout ça avec une grande humilité. Alors oui, merci Monsieur Myers pour avoir été un GM extraordinaire, mais surtout, merci Bob. Merci beaucoup Mathilde pour ce récap de sa carrière. Je pense que ça a été plutôt exhaustive. Moi, ce que je pourrais ajouter, c'est au-delà d'être de l'architecte de la dynastie, c'est vraiment qu'il y avait un côté humain avec Bob Myers qui fait que on l'aimait vraiment beaucoup au sein de la communauté. C'est pas un simple dirigeant sportif qui fait des choix sportifs, bons ou non. Ça va au-delà de ça, je pense. C'était l'idée d'une famille, je pense. Moi, je pars du principe que quand toute la ligue te l'envie et veut te le prendre, voilà, ça veut tout dire, hein. Ça parle pour lui. C'est un mec qui a tout fait, qui a tout gagné et qui a fait gagner aussi dans l'entreprise dans laquelle il a été embauché. Donc voilà, son taf a été fait et même si on peut reprocher son départ en se disant voilà, il aurait peut-être pu pousser jusqu'à la fin de carrière de Steph Curry ou du moins à la fin de la dynastie. On peut pas non plus lui en vouloir de vouloir se concentrer sur sa famille et de se reposer, quoi. Clairement. Adrien, quelque chose à ajouter? En vrai, pas vraiment, vous avez tout dit, et puis surtout, super belle présentation de Mathilde de la part sur Bob. Voilà. Je l'ai trouvé super bien. Oui. Merci bien. Ça me tenait à cœur, j'avoue. Je pense que l'hommage est réussi. Très réussi. Sans transition, du coup, il faut parler de son remplaçant, Mike Dunleavy Jr. Je voudrais vous demander qu'est-ce que ça vous a inspiré son arrivée à la tête du front office et surtout le costume de super vilain là qu'il a endossé avec ce move. Qu'est-ce que vous en pensez? Adrien, peut-être? Pour commencer, Dunleavy Jr. On l'a connu en tant que joueur. Pas d'avis perso parce que j'étais trop jeune. J'ai vu, on va dire, que en replay après des images de lui. Après sa nomination, c'était pressenti vu que il était déjà dans les parages dans la franchise et que c'était dès que les premières infos de Bob qui n'allait pas signer, c'était le nom qui ressortait, donc pas surpris. Et puis après nouveau, il arrive et puis il marque, il tape du poing sur la table en faisant un super gros move inattendu et surprenant. Voilà. C'est étonné quand même de faire ça comme premier move. Voilà. Mathilde, de ton côté? Ouais, pour rebondir sur ce que disait Adrien, clairement, il a pas peur de se mettre les fans à dos, hein, ça c'est sûr. Il prend ses décisions, il les assume. C'est fait. Il a le pauvre il a une place à prendre qui est pas facile, hein. Je pense qu'il passe après quelqu'un qui était tellement adoré et respecté, qui part peut-être trop tôt pour certains, mais en même temps, c'est incroyable de se dire j'arriverai plus à être autant impliqué, donc je préfère m'en aller plutôt que de commencer à faire n'importe quoi. C'est tout le respect, et là-dessus c'est aussi incroyable. Mais ouais, non, en fait, j'ai juste envie de lui dire bon courage. Et toi, Joe, du coup? On peut dire que c'est une entrée en matière remarquée et remarquable, on peut dire aussi. Comme Mathilde l'a si bien dit, il a pas peur de se mettre les fans à dos, et je pense que dans ce sport, du moins dans cette ligue,
bah il a raison. Il faut faire les choses sans arrière-pensée, parce que sinon je pense que tu t'en sors pas. Et je pense aussi qu'il était à la bonne école avec Bob Myers. Moi, je pense surtout que Bob Myers, il lui facilite pas la tâche en partant à ce moment-là, parce que il y a la prolongation de Draymond à s'occuper, la potentielle prolongation de Klay Thompson. Je pense aussi que t'as Joe Lacob qui doit dire, les gars, voilà, ça me dérange pas de payer une luxury, mais bon, à un moment donné, il faut aussi penser économie, donc mais il faut aussi gagner, donc voilà, je pense que c'est compliqué. En plus, je pense qu'avec les nouvelles règles CBA qui arrivent au 1er juillet, il fallait faire un move très très vite. Donc on verra plus tard si le move s'est avéré bien, mais dans tous les cas, on le sait, hein, le move c'est plus économique qu'autre chose, du moins pour les départs de Jordan Poole, hein. Pour le reste, c'est autre chose. Mais voilà, après, en tant que joueur, c'était pas foufou, même très très moche pour un pick 3 de draft. C'est surtout qu'il a été drafté très haut et il a pas répondu aux attentes. Chez les Warriors, j'ai l'impression que quand on pique très très haut, c'est souvent des busts, hein, donc on va peut-être éviter de piquer très très haut. Mais non, pour venir à tout ça, après, je pense que c'est lui aussi, il était scout, et je crois que c'est lui qui avait été chercher Jordan Poole, qui avait scouté Jordan Poole, du moins, si je me trompe pas, je crois que c'est lui. Non, c'est lui, donc, c'est lui qui a forcé pour le prendre en 2019. Hein. Donc, avant de dégager son poulain. Voilà. Donc, c'est qu'il est capable de faire de bonnes choses, mais voilà, après, GM, c'est un métier ingrat, hein, donc, tu fais du bon taf, t'es remercié, tu fais du taf de merde, t'es critiqué, quoi. C'est un peu comme un coach dans les autres sports, quoi. Je pense que du coup, ce que tu viens de dire, ça témoigne un peu de son état d'esprit en tant que GM. C'est même si j'ai poussé pour Jordan Poole en 2019, que j'étais un de ses plus gros suiveurs, je prendrais aucune précaution. Je peux envoyer les joueurs que j'aime et que j'apprécie, qui sont appréciés par la fanbase, si je juge que ça va être bon à long terme pour l'équipe. Il avait aussi dit qu'il croyait, en conférence de presse lors de son intronisation, il avait affirmé qu'il comptait sur Jordan Poole pour 4 ans et plus. Donc on a très vite vu les résultats. Ça après c'est de la com, et puis comme on dit, hein, la NBA c'est du business, hein. Il y a absolument pas de sentiments, hein. Il y a pas de faire de l'émotionnel, tu gagnes pas avec des sentiments, hein. Donc, oui, clairement. Mais tu parles de com. Après, tu parles de com par exemple, il dit pour 4 ans et plus, tu vois. Donc là tu te projettes. Oui, après c'est comme partout, dans tous les sports, hein, on fait de la com, hein, faut savoir lire entre les lignes, hein. Mais malheureusement, dans des moves comme ça, il est pas tout seul. Et je pense qu'il propose des choses, et derrière, t'as Joe Lacob qui dit oui, non, peut-être aussi les vétérans. Donc non, lui il propose, et puis derrière, ça se fait à plusieurs, quoi. Très bien. Ce qui est assez appréciable, par contre, vis-à-vis de ce move, c'est que autant Bob, on voyait c'était compliqué pour lui de choisir entre les anciens et les jeunes, on va dire. Il était sur 2 timelines et il voulait pas trancher. Bon, là, on a quelqu'un qui a décidé de trancher, au moins. Oui, la direction maintenant, c'est Steph Curry, fenêtre de titre 2 ans, quoi. 3 peut-être. Tout à fait. Ouais, exactement. Du coup, maintenant, on va aller sur le gros dossier Chris Paul. On parlait de notre GM, et finalement, est-ce qu'il aurait pris la bonne décision ? On peut légitimement se demander s'il n'y avait pas de meilleur choix à faire sur le marché afin de renforcer l'effectif. Est-ce que vous avez pensé à d'autres trades, vous ? Moi, j'avais pensé à des trades, avec nos jeunes, qui pouvaient servir d'asset, et surtout le contrat de Poole. J'avais pensé, tout le monde a pensé, enfin tout le monde non, mais les rumeurs ont tourné autour de 2 personnages de Toronto, qui étaient OG et Siakam. Et moi, j'avais vu un peu plus fantasy, mais réalisable, avec Kat Towns de nos amis du Minnesota, en envoyant par exemple Poole, soit Kuminga, avec notre cher, j'ai oublié son prénom, le trou de mémoire. Comment il s'appelle? Moody, exactement. Moses Moody,
en option et puis des tours de draft pour nous renforcer. J'avais vu plutôt, comme vous voyez, des bigs, et je pense que tout le monde se tournait vers des bigs au vu de notre saison. Mais, surprise, on se retrouve avec un papy de 40 ans faisant avec 1m88. Donc bon, à voir ce que ça donnera, mais voilà. Ouais. Ce que j'avais vu autour de notre free agency et ce qu'on pouvait se tourner cet été. Ouais, parce que clairement, on était tous relativement d'accord pour aller chercher à se renforcer dans le fond de courte, sauf une personne dans cette qui est avec nous, Joe, qui avait pensé à... Ouais. Moi, c'est un trait de fantaisiste qui ne se fera pas, évidemment parce que on n'a pas la place nécessaire et qu'il faudra envoyer énormément. Mais moi, j'avais pensé à Zach LaVine parce que avec tout ce qui se trame du côté de Chicago, du fait qu'il a un petit peu dit que c'est un peu compliqué, quoi. Donc, j'avais pensé à Zach LaVine, mais là, c'est pas du Kuminga ou du Moody qu'il faut envoyer. Je pense même que, c'était du Jordan Poole justement, mais voilà, il fallait vraiment envoyer beaucoup d'assets. Après, bon, j'ai aussi pensé à 4, mais bon, Adrien on a déjà parlé, donc je vais pas revenir dessus. Mais après, en trade réalisable, et je pense qu'on est un peu tous d'accord là-dessus, c'était surtout aller du côté de nos amis canadiens de Toronto pour Pascal Siakam, voire aussi avec OG Anunoby. Clairement, parce qu'en plus, 2 heures après le trade de Poole et Paul, sortait l'info comme quoi Siakam n'allait pas prolonger après cette dernière année de contrat, et donc la porte était ouverte aux discussions. Et ça pouvait jouer ce rôle parce qu'on sait que Masai Ujiri en plus il est hyper dur en affaires. Oh, c'est un fumier lui, putain. Oui, clairement, oui. Il demande beaucoup. Lui c'est énormément. Et toi Mathilde, du coup, t'as des trades en tête avec Jordan Poole? Moi, j'avais pas forcément des noms vraiment précis, même si effectivement, je surveillais un peu ce qui se passait à Toronto, mais j'ai l'impression que c'est un petit peu le cas chaque année avec ceux de Toronto. Mais par contre, j'étais d'accord avec, je pense, à peu près tout le monde, de la taille. On vient de se faire éliminer par les Lakers, mais parce qu'il y a un moment où on peut pas gérer que ça soit au front de courte ou même en ailier, en fait. Mais oui, effectivement, comme a dit Adrien, on se retrouve avec monsieur 1m88. Très bien. C'est grand, 1m88. Pour nous, je parle. Je suis même pas sûr qu'il fasse 1m88. Je crois qu'il fait plus 85 que 88, mais... Avec chaussures, peut-être. Mais ouais, c'est les tailles américaines, quoi. Ouais, les tailles américaines, puis même... bien, moi, un peu. Mais voilà. Et on arrondit, mais c'est vrai que, par rapport au premier bilan qu'on fait de la saison, c'est vrai que c'est surprenant d'avoir Chris Paul dans une certaine, on va dire, si on s'intéresse à nos problèmes de prime abord qui était la taille, un peu de physicalité. Bon, faudra couper ça au montage. De physicalité. Chris Paul peut nous apporter d'autres choses. Effectivement. Qu'on verra, je crois, juste après. Oui. Pour l'anecdote, je viens de checker 1m83 Chris Paul d'après Google. Voilà. Ouais, Google ne doit pas avoir tort. Google c'est américain, donc je pense qu'il ment aussi. C'est pas faux. Mais non, ouais, comme tu dis, Adri, il nous manque de la taille, il nous fallait du steak, Mais quand on y repense, si notre asset c'était Jordan Poole, il faudrait regarder quelle franchise a des bigs intéressants et déjà savoir si ces franchises-là étaient intéressées par Jordan Poole, parce que en fin de compte, la valeur de Jordan Poole, c'est Chris Paul, quoi. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que Chris Paul vaut? En fait, c'est ça qu'il faut regarder. C'est que, comme je disais, des bigs très valuables actuellement, ça prend pas en dessous de 20-25 millions. Vraiment, si on enlève, excepté notre ami Karl Anthony Towns qui a braqué une banque, mais sinon, des bigs valuables, ouais, c'est à ce tarif-là. Mais maintenant, faut les trouver et voir si, comme je dis, les franchises étaient intéressées par Jordan Poole. Il y avait un trade avec Washington à faire. Porzingis est parti 3 jours avant. C'est vrai que Porzingis, ça aurait pu être pas mal. Ça aurait été intéressant. J'aime pas l'homme, mais... Washington, il faisait peseur rouge, donc effectivement, il fallait aller se renseigner plutôt. Porzingis, je pense qu'on est sur le seul big man qui prend pas un rebond, quoi. Donc c'était un peu problématique pour nous, parce que c'est ce qui nous manque cruellement, donc. On a Loon. Ouais, mais tu sais non, en vrai, dans les stats avancées. Il prenait pas un rebond, ça allait. Ouais, ça allait. Il fait 28, je crois. Dans les stats avancées, il est dans le top 10 en protection de cercle.
avec un autre joueur qui est dans l'effectif des Washington Wizards, c'est Gafford. Moi-même, c'est vrai qu'il a vraiment progressé dans ce domaine. Ouais. Même dans cet effectif, ils avaient récupéré Tyus Jones. Moi, je préfère Tyus Jones à Chris Paul. Il coûte 2 fois moins cher, c'est un contrat expirant aussi, et on pouvait aller chercher d'autres joueurs à Washington. Daniel Gafford. Cette année, il fait quand même. Pardon, vas-y Adrien. Il fait quand même, Porzi, il fait quand même 23-8 en 32 minutes. 8 rebonds. Avec Loon qui est en backup, par exemple, ou même avec Dre à côté et Wiggins et même Kuminga qui sort du banc. Ça va, tu vois, c'est pas... Est-ce que Porzingis, tu peux pas le décaler en 4? Oui, non, mais peu importe, mais en gros... Vu qu'il prend plus de 3 qu'autre chose, pourquoi pas, hein. Oui, voilà, mais en vrai, ça aurait été le bon fit, et effectivement, là, on se retrouve avec Chris Paul, et comme l'a dit Quentin, c'est vrai que, finalement, si on regarde bien, avec le move de Porzi, il y avait peut-être lui, qu'est-ce que demandait Washington pour lâcher Gafford, par exemple, qui aurait été très très intéressant pour nous. Voilà, des questions qui resteront toujours en suspens parce que on n'a pas on n'aura jamais de réponse, mais voilà, on aura toujours des questions sur ce trade. Voilà, sauf si on win l'année prochaine, en vrai. Si on win l'année prochaine, on dit Donlavy est un... On lui fait une statue, hein. Voilà, Donlavy est un... Et on crée au génie. Mais à coup de pas, quoi. Mais tu fais chier pour Jordan Poole quand même, quoi, c'est tout. Bon, maintenant, en parlant de Chris Paul, on va essayer de se projeter dans son rôle, même si c'est difficile à réaliser. CP3, le point god, est un warrior. Alors, quelle place, quel rôle, quel fit dans le système care? Pour commencer, vous le voyez comment, vous? Plutôt titulaire ou en sortie de banc? La logique voudrait qu'il soit sorti de banc, quoi. Mais bon, 30 millions pour en sortie de banc, c'est du luxe, hein. Mais ouais, sortie de banc. Après, moi, alors en mettant ma haine de côté, hein, et en étant un peu objectif, moi j'avais bien aimé son apport à OKC avec tous les jeunes, avec les Shea et à côté tout ça, mais à côté de Schroeder, oui. Il y avait Schroeder aussi. Bon, c'était pas trop jeune, Schroeder, mais voilà, c'était beaucoup. C'était un effectif très très jeune. Et ils ont quand même réussi à aller en play-off. Je crois qu'ils ont fait 2 tours. Ils se font pas sortir par les Rockets en demi-finale, si je me trompe pas. Ils sortent pas les Clippers au premier tour. Je sais plus. Mais je crois que c'est un truc comme ça. Il y a un délire comme ça, je crois. Et je crois qu'ils sortent des Clippers qui perdent Kawhi, non? Ou une connerie comme ça? Peut-être, mais je crois qu'ils sortent les Clippers au premier tour et ils se font sortir 4-1, je crois, par les Rockets. Mais ça, je suis pas très sûr, mais voilà. Mais bref, donc ils ont quand même réussi à aller en play-off et il a encadré les jeunes, quoi. Et moi, je pense que c'est ce qu'on va lui demander aux Warriors, c'est de sortir du banc et voilà, d'encadrer les Kuminga, les Moses Moody, et les 2 rookies, quoi. Donc, pourquoi pas après. Mais, pour l'instant, je pense que, ouais, le rôle, ce sera sorti de banc, quoi. Pour rebondir sur ce que tu dis, pour regarder un peu sa saison avec les Suns, franchement, il n'y a aucune autre solution qui soit sur le banc, hein. Aujourd'hui, pour moi, il peut être encore titulaire dans une équipe NBA, mais en tout cas, une équipe qui ne gagne pas, alors, s'il est titulaire. Parce que Chris Paul ne met plus un drive, le shoot à 3 points, il en met, tu vois, mais c'est pas non plus, ça reste beaucoup de périmètre encore et... Voilà. Et aujourd'hui, pour moi, ouais, voilà, il est dans la gestion. C'est plus un gestionnaire, mais vraiment sa saison l'année dernière, c'était compliqué, hein, franchement. Après, je suis d'accord avec toi, mais le problème c'est que l'année dernière, t'avais Booker qui était capable de sanctionner à 3 points et à l'intérieur, à 3 points et de drive. T'avais KD qui, mid-range, je pense que tu fais pas mieux. T'avais DeAndre Ayton qui était à l'intérieur. Donc, le pauvre, il avait pas forcément, j'ai envie de te dire, besoin de scorer et je veux dire, tout ce qui sont ses moves étaient déjà utilisés. Et chez nous, t'as Steph qui drive mais qui va essentiellement prendre du shoot, Klay Thompson qui va prendre essentiellement des briques, Draymond Green qui va une nouvelle fois ne pas regarder le cercle. Kevin Looney, je kiffe Looney, mais il est inoffensif aussi, donc je pense qu'il peut potentiellement avoir plus besoin de scorer. Mais oui, je suis d'accord avec toi, ça, c'est plus le Chris Paul de l'époque des Clippers, hein, son cadavre. Ouais, ou même d'il y a 2-3 ans. Il y a 2-3 ans. Même aux Rockets, en vrai, c'était bien aux Rockets.
Ouais, et encore Même sa même première saison aux Suns, elle est bien. Ouais, l'année dernière, je sais pas si vous en rappelez, il sort quand même une série contre les Pels incroyable où il sort un 10 sur 11 au match 5. Un 14 sur 14, oui. 4 ou 5. Après, c'est 14 sur 14, pour moi, il avait loupé un shoot. Il me semble qu'il y a eu un 14 sur 14. Ok, bah c'est de ça que je parle, hein. C'est le match à l'extérieur contre les Pels où effectivement il est fantastique, mais cette année j'ai pas vu ça et j'ai peur. En revanche, ce que je peux lui donner du crédit en sortie de banc chez nous, ça va être gérer le tempo, du playmaking et surtout ce qui nous a manqué cette année, c'est les minutes sans Steph. En fait, où je pense qu'il peut encore gérer une attaque sur 10-15 minutes. Voilà. Oui. Et ça, je pense que ça peut nous faire du bien. Je suis à 100% d'accord là-dessus. Il va prendre le rôle de 6 hommes de poule, mais il va jouer à l'inverse de lui. Où il va résoudre un problème qu'on avait qui était récurrent quand même dans la seconde unité l'année dernière. C'était la pace, le jeu de mi-terrain et ralentir le rythme. Poole, c'était un poulet sans tête des fois. Donc moi, il va me rappeler quelqu'un. Sans mauvais jeu de mots. Sans mauvais jeu de mots. Je l'ai même pas fait exprès. J'ai bien vu. Et il est pas mal. Il va rappeler quelqu'un, je pense, dans son style de jeu et qui avait mené notre seconde unité pendant longtemps, c'est Sean Livingston, avec de la menace sur le périmètre, létal au mi-distance et qui va lancer les systèmes. Moi, ouais, après Sean avait la qualité de finir, mais oui, je vois dans le rôle ce que tu veux dire, ouais. Exactement. Clairement, on a perdu en scoring, mais on gagne en gestion. Hein. Je pense que c'est tout à fait ce qu'il cherchait d'ailleurs dans ce trade. Après, pour moi, l'aventure de Chris Paul aux Warriors, elle est liée au step-up que peut faire Kuminga. Si Chris Paul, il arrive à nous le mettre dans les meilleures dispositions et que Kuminga, il passe à 15 points de moyenne en sortie de banc, ça marche. Si Kuminga reste, ça peut être compliqué et on peut se retrouver comme la saison dernière, en fait, où on a un problème de scoring en sortie de banc énorme. C'était la prochaine question. De toute façon, c'est bien que tu l'introduises. C'est est-ce que le fit va être bon dans le système Warriors? Est-ce que Chris Paul dans le système Warriors, dans la motion offense, ça va coller? Lui qui a joué toute sa carrière sur du pick and roll avec un fond de court athlétique. Je pense parce que Warriors basketball, c'est surtout du mouvement et du passing, donc et surtout du IQ. Et pour jouer avec Steph, il faut du IQ. Et on le sait, il y a des joueurs qui sont passés sans IQ, par exemple Kid Oubre qui n'a jamais compris, et je pense qu'aujourd'hui il ne comprend toujours pas comment Steph joue. Non mais c'est point qu'il est Oubre. Voilà, je veux dire, c'est pas méchant, mais il y a des joueurs ne peuvent pas jouer avec Steph Curry, quoi. Et je pense que là, en termes de Q basket, je pense qu'il y a potentiellement ce qui se fait de mieux, qu'il ait 40 ans ou qu'il ait 20 ans, le Q basket, ça restera le même. Donc, je pense que oui, ça peut bien se dérouler. Maintenant, moi, là où que j'ai peur, je pense que en sortie de banc, on perd énormément parce que Jordan Poole, c'était notre scoreur en sortie de banc, mais aujourd'hui, qui est capable de prendre ce que Jordan Poole faisait? Et comme disait Adri, je pense pas que Chris Paul est capable de scorer aujourd'hui énormément, quoi. C'est pour ça que pour moi, ça dépend. La saison de Kuminga va être tellement importante. Oui, parce que c'est vrai qu'il peut être. Parce qu'on oublie, c'est que on parle de seconde unité, etc. Mais j'ai quand même peur des minutes du trio Loon, Dre, CP3 en même temps. Ça, j'ai quand même peur. Après, selon les rotations, on va avoir des massacres offensifs, ça va être terrible. Ouais. Après, on peut se dire que si tu gères bien tes rotations, tu peux limiter, on va dire ce trio, cette association des trois. Et on va dire vraiment, comme a dit Joe au début, de faire jouer, on va dire CP3 avec les jeunes. On va dire avec donc faire une line-up Moody, CP3, Kuminga et peut-être le pivot. Il y a un Gary Payton aussi. Hein, oui, il y a un Gary Payton. En sortie de banc. Voilà. Et voir un pivot, si est-ce qu'on va choper un pivot à la free agency ou pas, mais voilà, soit Loon ou soit notre rookie, on verra, ou soit un autre, un tierce pivot, mais on va voir. Mais effectivement, si les trois sont ensemble sur le terrain, on peut avoir du mal quand même. Je comprends. Parce que à 3, je suis pas sûr qu'il saute 40 cm à 3. Hein. Donc je pense que la line-up là, ça prend un rebond dans l'année. Hein.
De quoi avec Loon? Non, Loon il prenait non, le pas rebond, Loon, Non, non, avec si Loon. tu fais cette rotation, si tu fais ce que t'as dit, Chris Paul avec Moody et Kuminga, je pense que tu prends un rebond. Hein. Ah oui, si tu mets pas deux mecs solides derrière, oui, ça peut être compliqué mais aussi. encore une fois, Kuminga va falloir qui step monter. up. Hein. Le problème de Kuminga, c'est que, et ça c'était dit déjà dans son scouting report, c'est que c'est un joueur qui est un peu fainéant, quoi. Ouais. En fait, il a, je veux pas dire la flemme, mais il est un peu dissipé, quoi, et l'apprentissage, il est un peu dissipé, quoi. Donc du coup, c'est un peu ce qui a été le problématique cette saison, c'est que c'est un joueur qui a énormément de potentiel, mais qui l'exploite pas, quoi, parce qu'il travaille pas. Et moi, je suis pas d'accord avec ça. Moi. C'est ce qui a été dit dans les scouting reports, hein, donc. Je trouve qu'il ça aussi qui a a énormément progressé défensivement, il est très focus. Il a progressé, je suis d'accord. Ouais. Il a progressé, hallucinant. mais quand tu vois il a 20 ans en fait. Ça arrive pas les mecs de 20 ans qui sont à un niveau de titulaire NBA pour le contender en fait. Donc Mais je suis d'accord, oui, je suis d'accord qu'il a progressé. Mais moi je pense il peut encore faire beaucoup plus, quoi. Ah bah évidemment, on va en attendre bien plus d'ailleurs. De toute façon, il va être cherché avec CP3, donc c'est pas avec Kevin Looney qui va faire les pick and roll. Donc ça c'est sûr. Même si j'adore Kevin. Mais il n'y aura pas le rôle, quoi. Mais il y avait On adore Kevin ici. Ah bah fanatique de Kevin. D'ailleurs, voilà. On a failli nommer le podcast différemment. C'est vrai. Ouais. Les Lunatics. Nous avons ouvert un fan club. On a ouvert un fan club avec notre ami Sof qui s'appelle les Lunatics. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre. On accueille tout le monde à bras ouverts. On est dans le bateau depuis longtemps, je pense. Il y avait un autre point que je voulais aborder sur CP3, c'est les blessures. On échange un gars qui avait des défauts mais qui jouait 82 matchs avec quelqu'un qui se blesse souvent, notamment en play-off. Je pense que c'est un sujet. Alors on va espérer que Rick Celebrini, notre responsable médical, qui avait fait des miracles notamment avec Otto, va continuer à le faire. Mais j'ai regardé sur Basketball Reference et c'est pas le seul meneur de notre effectif qui est sujet aux blessures. Est-ce que vous pouvez me citer la dernière saison où Steph a joué plus de matchs que Chris Paul en saison régulière? La dernière saison où Steph a joué plus de matchs que Chris Paul en saison régulière. 18-19. 18-19. Ouais, c'est ce que je disais. C'est ça? C'est ça. 70 matchs pour Steph et 59 pour Chris Paul. Comme quoi? Ouais. Attends, tu étais en train de me dire là que Curry a joué moins de matchs en régulière depuis 4 ans. Depuis 4 ans. Elle est belle cette stat. Donc bon. Je connais mon joueur, je le savais. Celle-là, elle est sympa, ouais. Parce que je t'aurais dit comme ça déjà cette année, parce que Chris Paul il a pas mal été blessé cette année. Mais Steph aussi en fait. Aussi, donc il y a des blessures. Donc peut-être qu'à 2 on arrivera à avoir un point guard décent. Le truc c'est que en fait ça revient un peu à ce que tu dis, Quentin, c'est que en fait ça se vérifie facilement, c'est que il se blesse toujours en playoff. Pourquoi? Parce que il joue tout le temps en saison régulière énormément et ça craque en playoff, quoi. Donc là l'avantage c'est qu'il aura un rôle différent ou avec je pense moins de minutes du coup. Oui. Il peut comme à la autoporteur l'année. Ouais, exactement. Autoporteur, c'est ça, je pense, qui l'a fait tenir d'ailleurs la saison passée, c'est que le type joue entre 15 et 20 minutes et joue une 60aine de matchs. Donc il arrive en playoff. Ouais, c'est ça. Et encore en playoff, on oublie, mais il était blessé, autoporteur. Il a même trop joué parce qu'il a fait une saison blanche aux Raptors, donc c'est qu'il avait déjà encore trop joué chez nous. Ouais. Oui. C'était plus notre problème. D'ailleurs, Povoto, il est encore blessé apparemment en ce moment et personne ne veut le récupérer avec son contrat. C'est dommage qu'il soit pas au minimum. Il s'est pété le pied, je crois. Il a eu pour la saison, je crois, c'était faut opérer et tout, je crois. Ouais. Bon, pour finir sur Chris Paul, je voulais qu'on se projette sur les 5 de fin de match. Ça sera avec Chris Paul ou sans lui? Ça dépend de Steve Kerr s'il pète pas un plomb à aligner 4 guards dans la line-up, mais il l'a fait. Je pense il l'a fait, mais et on s'en souvient encore, malheureusement, mais je pense que ça dépend. Moi, ce que je disais, alors, Adrien était pas d'accord avec moi, mais moi, je pense que ça dépend du match, par exemple, si tu mènes de très peu et que tu as besoin de garder le score, de garder l'avantage, je pense que tu le fais pas jouer. Tu mets plutôt un Gary Payton 2 qui sera basé sur la défense.
Et en revanche, si t'as besoin de te recoller au score et de prendre le lead dans les dernières minutes, ouais, je pense que potentiellement tu peux le faire jouer pour amener plus un Steph off ball et plus dangereux. Mais sinon, en règle générale, moi je le mettrais pas en fait dans le 5 de au 5-5 Là, Jo, final. tu vas te mettre pas mal de monde à dos si tu dis que tu veux Steph off ball pour finir les matchs. Ah, moi j'ai toujours dit Steph off ball pour moi c'est Ouais, mais dans les hein. moments importants, il y en a quand même beaucoup qui veulent donner le ballon à Steph, quoi. Ouais, mais le truc c'est que dans les derniers moments, tout le monde le sait, Steph il va te défendre, il va être trappé. Et le problème c'est que s'il joue off ball, ça va ouvrir des brèches. Encore faut-il que t'aies des joueurs capables en de vrai, prendre Chris brèche. Paul en gestion avec les splash bros autour, oui, c'est dangereux. Le problème c'est que t'avais pas de bons meneurs capables de garder le ballon quand Steph était off ball. Là, Puis surtout même des fois Steph en fin de match dans les pas forcément les dernières possessions ou quoi hein, mais je sais que dans les 5 dernières minutes moi je me souviens d'une behind the back pass en finale NBA Ouais. Ensuite ça fait longtemps. Et non mais voilà ça fait longtemps mais les prises à deux. Voilà, il s'est fait il s'est amélioré sur tout ce qui est gestion etc. Il n'est pas encore parfait années, il est très clutch quand même. Il est solide, mais je trouve que moi je pense que surtout c'est que la rotation de Kerr qui est souvent de mettre Steph en début de quart-temps, de quatrième quart sur le banc, pourquoi pas faire jouer Chris Paul sur le début du quart forcément et le faire jouer on va dire de la 6e parce que entre guillemets Curry rentre entre la 8e et la 6e minute à peu près ce timing là et de faire jouer peut-être Chris Paul sur genre les 3 minutes suivantes avec lui. Genre pour arriver dans les 3 dernières minutes où tu fais sortir Paul parce que le pauvre il pourra pas jouer plus et reprendre après une line-up plus classique, mais pourquoi pas finir entre guillemets en fin de match avec Paul, une line-up avec Paul et Curry pour un peu relâcher. Ça dépend vachement de la dynamique du match aussi. Si t'as Steph qui est en feu tout le long, en fait, tu vas vouloir lui laisser le ballon et du coup, est-ce qu'avoir Chris Paul, c'est vraiment utile parce qu'il t'apporte pas de menace à 3 points, clairement plus. Je pense que ça dépend vachement de comment se passe le match, en fait. Ah, c'est ça, c'est ce que je dis, ça dépend si t'as besoin de prendre le lead ou pas, quoi. Et on l'a vu surtout contre les Lakers parce que ça a été des matchs très serrés, hormis le dernier, mais on l'a vu que dans les moments chauds, à la fin, Steph, il était seul. Et il était cuit en plus. Déjà cuit aussi. Et mais voilà, un mec capable de garder le ballon, de gérer le tempo pendant que Steph joue un peu off-ball, court un peu partout pour ouvrir des brèches. Je pense que ça peut déjà soulager Steph de ça et se concentrer sur autre chose, quoi. Parce que là, il fallait qu'il gère le tempo, la gestion, le scoring. Enfin, je veux dire, à un moment donné. Oui, tu vas lui enlever un peu la responsabilité et ça va lui faire du bien aussi. Et surtout, ce qu'on oublie avec Chris Paul, c'est que c'est un joueur qui est très très propre et ça peut aussi combler nos lacunes sur les turnovers parce qu'on est comme une équipe qui perd énormément de ballons, surtout avec Jordan Poole l'année dernière. Jordan Poole, tu peux mettre ça sur le coup de la jeunesse, de la fougue, tout ça, mais il y avait des pertes de balles des fois. Quand tu perds 3 ballons des fois en 3 occasions. Faut pas abuser, quoi. Ouais, et puis quand c'est dribblé au milieu de 3 joueurs, il y a un moment, c'est bon, quoi. Ah oui, la pace va changer de toute façon. Ouais. Donc, et j'ai oublié d'en parler, je te coupe, désolé, mais je voulais en parler, c'était aussi, je pense que, peut-être en seconde unit, on aura, quand il y aura pas Steph, et ce qu'on a vu cette année, c'était beaucoup de Clay, qui jouait balle en main, et du coup, ce sera Chris Paul, sûrement. Mais peut-être retrouver un jeu plus simple avec la seconde unité qui pourra peut-être mieux correspondre pour nos jeunes. Donc ça peut être aussi un point positif, mais est-ce que Kerr est prêt à le faire? Ça c'est la question qui reste en suspens. Kerr, il est capable de nous le mettre titulaire, on va rien comprendre. Steve Kerr est déjà capable de sortir Steph Curry quand il est en feu. Oui, j'allais dire Steph en sortie de banc. Moi perso, sur le 5 de fin de match, je pense que ça dépendra des adversaires. On a plusieurs options. Effectivement, Chris Paul, il pourra finir les matchs pour assister Curry dans la création de balle en main, en fait.
Et si on a besoin d'athlètes de finition dans la raquette, il y a JP Kuminga. Et on a toujours Looney pour la taille et gratter des rebonds à l'appel. Donc je pense vraiment que ça va dépendre des mismatchs des oppositions. Après, le problème, c'est que, encore une fois, c'est si tu le fais finir le match, tu le mets à la place de qui? Parce que Chris Paul, défensivement, alors c'est pas Jordan Poole, évidemment, je pense que c'est difficile de faire pire que Jordan Poole, mais on s'en rapproche. Chris Paul, t'enlèves Looney, je pense. Et tu mets vraiment tu perds énormément au rebond, quoi. Parce que les rebonds en fin de match, ça nous a coûté énormément de matchs, cette saison, quand même. Donc, je après, sais. On n'est pas coach, mais après, ouais, c'était le même problème avec Poole, donc au final, pour ça change pas grand-chose. Après, Steve Kerr, il se démerde, c'est à lui de le faire, mais j'ai pas envie qu'on ait. J'ai pas envie. C'est un sacré casse-tête. C'est pas ton travail, c'est ça, Joe? C'est pas mon travail de choisir Moi, je suis là, je regarde. Nous, on est là pour critiquer. Je vibre, voilà. Moi, les line-up, c'est pas moi qui gère, mais non, ça va être un sacré casse-tête, mais évidemment, si tu mets Chris Paul dans le 5, c'est soit tu te passes de clés, soit tu te passes de. Non, c'est Looney qui saute. Et small ball, c'est ce qu'on a fait pendant 10 ans, donc avec Draymond en 5. Donc. Après, en fonction de comment est le match, ça peut être du Wiggs qui sort aussi, parce que si c'est un match où il est moins dedans, il apporte moins, on le sait. Ouais, mais il apporte défensivement de malade aussi, quoi. Ah ça c'est sûr. Mais tu sais, il y a des Wiggs, parfois quand ça va pas, ça va pas. Hein. Mais le truc, c'est qu'on a joué small ball pendant 10 ans, mais le problème, c'est qu'on a joué tellement small ball, on a tellement été très très bon dans ce système que les gens maintenant, les franchises, les bigs reviennent un peu à la mode, et on le voit, de toute façon, qu'on est de plus en plus en difficulté. Donc voilà, ça va être encore à Steve Kerr de nous concocter un petit truc bien sympathique, et on a hâte. Du coup, pour continuer, on peut revenir au trade qui, je pense, n'a pas été fait que pour des raisons d'alchimie d'équipe et de stratégie sur le terrain. Joe l'a un peu évoqué. On peut l'assimiler à du dumping salarial, puisqu'en fait, on échange un contrat de 4 ans qui était à 120 millions avec un contrat d'une année à 30, sachant que la saison d'après n'est pas garantie pour Chris Paul. Et en plus, on libère 2 places de vétérans à signer à la free agency, puisqu'il y a les départs de PBJ et Rollins. Alors pourquoi on fait ce dumping salarial? En gros, un nouveau CBA va s'appliquer dès la saison prochaine en NBA. Alors pour rappel, le CBA, c'est un accord entre les propriétaires des franchises et le syndicat des joueurs. En gros, il régit tous les accords salariaux entre les deux parties. Et la nouveauté de ce dernier accord, c'est qu'il s'assimile à un hard cap, tant il limite les possibilités pour les franchises les plus dépensières, comme les Golden State Warriors. Pour y voir un peu plus clair d'ailleurs dans ce que propose ce nouveau CBA, Joe va se charger d'expliquer les nouveautés qui concernent les Warriors. Ouais. Alors accrochez-vous messieurs parce que... Oui, c'est technique. Très technique et c'est un peu relou. Messieurs et mesdames. Et mesdames, pardon, oui, excuse-moi Mathilde. Excuse-moi. Comme j'ai l'habitude. mais non, mais j'ai dit messieurs parce voilà, tant qu'il y a un homme, voilà. Le masculin l'emporte sur le féminin. Malheureusement, c'est pas moi qui fais les règles, c'est comme ça. Tu pourras dire messieurs, dames la prochaine fois, si tu veux. Excuse-moi, voilà. T'inquiète. Du coup, c'est très technique et c'est très relou. Je pense surtout que ce CBA, c'est un peu pour nous faire chier nous, en fait, techniquement. Je peux résumer ça comme ça, mais il y a plusieurs règles. Alors, il y a énormément de règles. On va pas tout faire parce que ça prendrait 2 heures. On va surtout s'occuper des règles qui touchent potentiellement les Warriors. Donc déjà, il y a plusieurs caps à ne pas dépasser. Donc le premier seuil de luxury tax, il sera à 169 millions de dollars. Donc alors, je vais pas vous spoiler, mais on est largement au-dessus. Donc la mid-level exception passe de 10 à 5 millions de dollars. Donc la mid-level exception, pour un peu faire facile, c'est ce que touchait Dante DiVincenzo cette saison aux Warriors. On sera dans l'incapacité à signer des joueurs coupés et qui gagnaient plus que la MLE. Donc autant dire que pour le marché de buyout, on sera hors course. Et ça, c'est seulement pour le premier cap. Si on prend le deuxième cap, donc, qui est donc seulement de 10 millions au-dessus, donc à 179 millions au-dessus du cap, donc on est largement au-dessus aussi. Donc c'est encore plus compliqué. Là, ça sera dans la capacité de signer un joueur qui a été buyout, donc total. Donc même si on veut lui donner un contrat avec, ça sera impossible. On peut pas absorber plus de salaire envoyé dans un trade. Pas possible d'intégrer plusieurs contrats dans un trade.
est impossible de trader un premier tour de draft des 7 années qui viennent. Donc au final, on peut rien faire, quoi. C'est pour faire simple, on peut absolument rien faire. Et autre chose, si on dépasse 2 fois le second seuil de la luxury tax en 4 ans, donc ce qui est à peu près notre cas aussi, le premier tour de draft est automatiquement transformé en 30e choix. Donc c'est-à-dire que si on veut tanker avec notre équipe actuelle, ça ne serait pas la bonne solution, parce que si on arrive à décrocher un top 5 de draft, on sera automatiquement en 30e position. Donc c'est un peu technique comme je l'ai dit, et ça c'est un peu relou pour nous. Alors évidemment, il y a quand même des lois entre guillemets qui peuvent nous favoriser, c'est-à-dire que actuellement il y avait droit à 2 two-way contracts. Avec le nouveau CBA, on passera à 3. Donc on sait que Steve Kerr aime bien donner des minutes, plus de minutes à nos two-way qu'à nos jeunes, donc ça peut faire plaisir à Pepper Steve Kerr. La mid-level exception et la room exception vont respectivement augmenter de 7,5 et 30% en plus de leur augmentation annuelle, qui suit celle du salary cap, donc ça peut être bénéfique aussi. Explique-nous ce que c'est la room et pour ceux qui nous écoutent. Alors la room, je t'avoue que je sais plus trop ce que c'est. La mid-level exception, la mid-level exception, il y en a 2 si je me trompe pas. Hein. Il y a la partielle et la complète. Oui. Donc il y a la totale et la mad. Donc nous, ça fait des années qu'on n'a pas la full, on a seulement la mad level. Qu'est-ce qu'on avait d'autre aussi? Alors ça peut être une bonne chose, et ça peut être aussi alors actuellement ça aurait pu nous être bénéfique, c'est que à partir de la saison prochaine, un free agent, donc un joueur qui deviendra free agent, donc dès la prochaine saison, donc à la fin de la saison qui se termine, pourra négocier avec la franchise pour une prolongation dès le lendemain du dernier match des finales NBA. Là, théoriquement, t'es censé négocier à partir du 1er juillet. Théoriquement, parce qu'on le sait que... Et puis au 1er juillet, au bout de 2 heures, tous les contrats tombent, évidemment. Voilà, c'est ça. Donc là, théoriquement, c'est censé se faire au 1er juillet, mais là, avec le nouveau CBA, ça pourra se faire dès le lendemain du dernier match de la finale NBA. Donc ça aurait été bien que ça se fasse cette saison pour Draymond Green, entre guillemets. Et pour qu'est-ce qu'on avait d'autre aussi? Donc alors ça, pour les équipes, pour le Supermax, c'est-à-dire que tu étais limité à 2 contrats Supermax. À partir avec le nouveau CBA, tu peux avoir plus de 2 contrats Supermax. Donc ça ne touche pas potentiellement, parce que je vois pas Klay Thompson prendre un Supermax, ni Draymond Green, mais pour le futur, si on est amené encore à avoir 2 gros joueurs, on pourra avoir plus de Supermax. Donc voilà. Je pense qu'on a fait à peu près le tour. J'avais encore eu autre chose, mais je sais pas où je l'ai mis. C'était sur les rookies de deuxième tour. En termes de salaire, j'avais vu autre chose, mais je sais plus où je l'ai rangé, donc je ne pourrais pas vous le redire actuellement. Mais en gros, ce qu'on peut retenir, c'est que en cas de 2 années consécutives dans la super taxe, ça flingue totalement ta construction d'équipe ensuite. C'est même pas 2 années successives, c'est 2 fois en 4 ans en fait. Donc ça peut être, tu peux être dans la super taxe une année, l'année d'après être clean et redevenir dans la super taxe l'année d'après, et là t'es chocolat quoi. Donc ah ouais. Je pensais pas jusqu'à ce ton tour de draft sera un 30e choix. Et donc pour ce qui est de la room, ce qui est pour de la room, j'ai trouvé. En gros, c'est quand tu perds ta mid-level exception, mais que tu es en dehors, que tu es quand même en dessous du cap, t'as un petit montant qui est alloué à l'équipe pour signer un joueur. Voilà, ouais. En gros, c'est une réduction de la mid-level exception. En gros, ça ne nous concerne pas, quoi. Exactement. Et oui, donc j'ai retrouvé pour les seconds rounds de pick. En gros, ils ont créé une espèce de taxe qui s'appelle la seconde round pick exception, pardon. Et en gros, ça permet aux équipes n'ayant pas la place suffisante dans leur cap de ne pas sacrifier la mid-level exception pour signer les rookies sélectionnés au second tour. Mais ça concerne seulement les rookies du deuxième tour signés au-dessus du salaire minimum. Ok, voilà. Très bien. Bah, t'as été plus que complet.
Merci encore Joe. Moi, je veux juste ajouter une chose à ça, c'est que je trouve ça dommageable que le nouveau CBA, dans son deuxième palier, même le premier en fait, ne fait pas de différence entre les équipes qui se construisent par la draft et celles au contraire qui passent par des trades. Ça me paraît injuste de les mettre dans le même panier en fait. Alors ça, j'en ai discuté en plus pas plus tard que cet après-midi avec des randoms comme ça sur Twitter, parce que justement c'était un peu certaines personnes avaient fait des tweets en disant que actuellement les équipes qui réussissent ces dernières années, que ce soit des équipes gagnantes ou des équipes qui vont en finale, c'est potentiellement des équipes qui se sont faites grâce à la draft, si on regarde bien. Les Nuggets champions cette saison, c'est quasiment que de la draft, hein. Jokic, Murray, Michael Porter Jr., c'est de la draft. Steph Curry, Klay Thompson, Draymond Green, c'est de la draft. Miami qui va en finale, c'est aussi quasiment que de la draft. Donc ça montre que la draft réussit plutôt bien et c'est dommage que, alors nous ça nous concerne pas parce qu'évidemment on a un gros marché et qu'on a toujours les moyens de garder nos jeunes, mais des franchises comme Utah, comme Minnesota ou même Portland qui ont du mal à garder leurs jeunes talents et qui sont obligés de les blinder en termes de salaire pour pouvoir les garder. Je trouve ça dommageable pour eux parce que ils sont obligés de surpayer les joueurs et ça leur nique un peu leur cap space. Donc comme tu dis, ouais, c'est dommage de pas faire cette différence, quoi. Ça montre bien aussi la direction que la NBA a envie de prendre. C'est bien former vos joueurs, mais ensuite transférez-les et faites bouger les choses pour que la NBA soit plus fun entre guillemets. Exactement. Le premier, ce CBI, il veut juste en fait que que ça soit plus possible d'avoir 3 mecs au max. Donc ça veut dire de former soit des super teams avec 3 mecs au max, ou sinon qu'il y ait un mec au max et 2 mecs qui fassent des grosses ristournes. C'est ça la volonté. Donc une volonté soit de avoir des équipes que toute la NBA entière soit plus compétitive, ou que sinon les joueurs fassent vraiment des efforts pour pouvoir jouer ensemble s'ils veulent faire une super team. Très bien. Et donc nous embêtant pour nous. Oui, clairement. Ouais. À l'instant T, vu qu'on est déjà engagé sur des contrats, voilà. Alors, on est dans la super taxe, donc ça veut dire que nous on peut ni prendre de free agent sauf salaire minimum, ni prendre de joueurs qui seront buy-out, que ça soit même en salaire minimum, on peut quasiment rien faire, quoi. Et clairement les finances sont dans le rouge. Oui. C'est pour ça qu'en énumérant, Quentin, je termine là-dessus, mais c'est pour ça qu'en énumérant toutes ces lois un peu entre guillemets du CBA que j'ai dites, on peut comprendre tout de suite pourquoi Jordan Poole a été trade, quoi. Oui, c'est pour ça que je t'ai demandé de faire ça aussi, c'est pour faire comprendre aux fans tout le cheminement en fait, c'est pas par hasard, c'est qu'on a fait ce move-là et ce dumping salarial. Donc voilà. Sinon, en parlant de la super tax team, donc le deuxième palier de la luxury tax, il y a déjà 5 équipes pour la prochaine saison qui sont dans cette catégorie, nous compris. Est-ce que vous pouvez deviner les 4 autres équipes qui sont déjà dans la... Clippers, Suns. Ouais, t'en as 2. 3 du coup avec nous. Il peut y avoir qui? Lakers peut-être? Non, Lakers non, je pense pas. Non. Minnesota. Les Celtics. Non. Minnesota non, ils sont pas dedans? Non. C'est à l'est. Parce que je me dis que à l'est, ok. Les Bucks? Les Bucks. Okay. Plus ils veulent redonner à Chris Middleton. Ah ouais, ça va être. Ouais, mais il va prendre moins Middleton, je pense. Philadelphie. Brook Lopez, ils font comment? Là, j'ai entendu que pour Brook Lopez, ils veulent signer Middleton pour pas très cher parce qu'ils vont jouer sous le fait qu'il est souvent blessé pour pouvoir justement, s'il accepte, pour pouvoir justement donner un bon contrat à Brook Lopez. De ce que j'ai entendu aujourd'hui. Oui, Middleton, il a refusé il a refusé sa player option à 36, je crois. Et ils veulent lui donner 110 sur 4, je crois, si j'ai bien vu. Donc, ouais. Ça va être intéressant de voir ce qu'ils font eux aussi. Sinon, les Sixers, la dernière équipe? Non. Ouais. Du coup, la dernière équipe, parce que vous avez presque toutes faites, là. Donc, les Knicks. Non, c'était le 8. Ouais. Donc, du coup, super tax team, Warriors, Suns, Clippers, Bucks et Heat. Donc, s'il y a des moves dans ces équipes-là. Oui, le 8, il l'a dit, peut être allé à la fin des finales, effectivement. En y repensant maintenant. Il avait dit qu'il voulait bien entourer Jimmy, mais que malheureusement c'était trop compliqué. C'est Kyle Lowry, il est en train de leur péter le cap space celui-là aussi. Il a 30 millions Kyle Lowry. C'est vrai. Il prendra 28 millions, il prendra presque 30 l'année prochaine, ouais, c'est ça. He got Curry. He checked it. Steph for the win. Yes, sir!
Du coup, pour venir aux Warriors, maintenant il va être l'heure de se pencher sur la free agency. Du coup, on va rentrer directement dans le vif du sujet parce que ça fait déjà 1h20 qu'on discute tous ensemble et il nous manque toute la free agency à faire. Alors actuellement, il y a 10 joueurs sous contrat au sein de l'effectif. Donc poste 1, Curry et Chris Paul. Ça fait toujours bizarre de dire ça à côté. Poste 2, Clay, Moody, Podziemski, le rookie. Poste 3, Wiggins, GP2. Poste 4, Kuminga. Et poste 5, Looney et l'autre rookie, Jackson Davis. Alors vous remarquez qu'il y a 2 petits nouveaux et c'est nos rookies en fait qui sont signés à la draft de cette année. Et c'est Joe, je crois, qui va tenter de nous les présenter rapidement. C'est encore moi. C'est encore toi. C'est encore moi. Alors pour Brandon Podziemski, c'est compliqué à dire. Bon, je vais dire Pods parce que c'est plus compliqué. Ça parlera sûrement à certains les Pods. Tout le monde s'en souvient pour la jeunesse. Donc qui est-il? Donc c'est un guard. Étonnamment, on en a pas assez. En termes de, alors ses points forts pour lui, c'est un joueur qui est assez létal, qui a des bons pourcentages au tir, avec à forte volume surtout parce que des bons pourcentages pour petits volumes ça parle pas vraiment, mais là c'est vraiment sur des hauts volumes. Sa palette offensive elle est très très complète et très diversifiée. Dans ses points faibles, c'est clairement la défense sur des arrières très rapides et puissants. Donc autant dire qu'en NBA, il y en a pas mal. Je prends notamment le cas d'Anthony Edwards, pour ne citer que lui. Pour des points qui sont à améliorer, qui passent mais qui sont encore améliorés, c'est pourcentage au lancer franc. Alors, on le sait aux Warriors, on est abonné au lancer franc qui sont à mauvais pourcentage. Le premier pas qui n'est pas très très rapide et sur une activité défensive qui est assez correcte mais qui est encore énormément à travailler. Très bien. Et du coup pour Jackson Davis, qu'est-ce qu'on peut dire de plus? J'avais pas fini sur Podziemski encore. Pardon. En termes de pourcentage, donc à 3 points, il est sur du 44% de réussite avec 185 shoots pris, donc ce qui est quand même très très correct pour le nombre de shoots qu'il prend. C'est d'ailleurs le meilleur pourcentage de la saison. En termes de rebonds aussi, parce que c'est un guard mais qui a pris 8,8 rebonds de moyenne. C'est le guard qui en prend le plus cette saison en NCAA, donc c'est quand même très très bien et c'est un peu le même profil en fait que Dante DiVincenzo, donc on comprend pourquoi maintenant les Warriors l'ont pris. Et défensivement, comme je l'ai dit, ça sera pas un défenseur qui sera élite, mais c'est un panel défensif qui rassure et qui est amené à progresser. Donc avec Draymond Green et Andrew Wiggins aussi, je pense que, et Gary Payton 2 surtout aussi, ça peut que progresser. Voilà. Très bien, merci pour le récap. Et du coup pour notre poste 5, Jackson Davis. Alors 13 Jackson Davis, donc c'est un 57e choix de draft qu'on a acquis pour le trade de Patrick Baldwin Jr. Alors c'est un joueur qui a été drafté très très bas mais qui ne reflète pas énormément sa position. Ce qui fait qu'il a chuté, c'est que c'est un joueur qui est déjà assez vieux pour la draft. Il va avoir 24 ans pour la saison prochaine, donc c'était quand même très vieux pour la draft. Ah oui. C'est le même âge que Jordan Poole à peu près. Donc pour aiguiller un peu certains. Et c'est un joueur en fait qui n'a rien d'exceptionnel. Il est pas flashy. C'est juste un pivot assez petit d'ailleurs en plus. Donc c'est aussi ça qui a fait qu'il a perdu des places, c'est que c'est un petit pivot et que c'est juste un simple rim protector. Donc c'est pas vraiment ce que les équipes recherchent principalement à la draft. Donc il est très très bon en rebond, il est très très bon en rim protection et en passing game. Mais le point faible c'est que c'est un non-shooter quoi. Donc encore un joueur qui risque de niquer ton spacing. Mais voilà, c'est un joueur qui est quand même malgré tout qui est non-shooter mais qui est très très bon dans la raquette et qui punit vraiment sous le cercle. Donc c'est une alternative encore à Kevin Looney et on verra ce que ça peut donner quoi. Mais en tout cas de ce que j'ai entendu à droite à gauche de certains tweets sur la communauté américaine, ça reste un sacré style que les Warriors ont fait. Donc on verra bien si ça se bat sous ce terrain quoi. Très bien. Merci beaucoup Joe.
Adrien, Mathilde, vous êtes emballés par nos rookies de cette année? Emballé, je sais pas si on peut dire emballé, un peu surprise par notre premier choix, parce que encore une fois on prend un guard, là où tout à l'heure quand tu faisais le résumé du roster, ça m'a encore plus marqué quand t'as dit poste 4 Kuminga, poste 5 Looney et notre pick 57. Oui, c'est quand même très léger. En attendant la potentielle resignature de Dre évidemment, mais voilà. Donc un peu surprise que ça soit un garde. Après effectivement quand on regarde le profil, il a l'air vachement intéressant. Donc on l'accueille à bras ouverts évidemment, mais oui, la première réaction c'est oui le questionnement sur pourquoi encore un petit joueur. Très bien, merci Mathilde. Et toi Adrien? Pour mon bord, j'avais vu 2-3 matchs de Pods à Santa Clara. Il m'avait plu parce c'est vrai qu'il a cette qualité de jouer avec son cerveau. Il a un bon IQ et ça, j'aime bien, j'apprécie. Et je trouve que chez nous, du coup, pour jouer avec nous, c'est chez nous aux Warriors, c'est assez important. Donc j'ai surpris quand même aussi comme Mathilde parce que je pensais qu'on allait se diriger vers un big. Mais on a vu que les bigs chez nous jeunes, c'était un peu compliqué. Oui. Voilà. Donc peut-être qu'il y a le front office, excusez-moi, qui s'est dit on a fait une erreur, on va pas faire 2 fois la même. Donc j'attends de voir. Voilà. C'est un peu mon. Et par contre, concernant notre deuxième rookie, j'ai vu aucun match et je ne sais pas du tout à quoi il ressemble, mais voilà. Ouais, moi je suis allé très loin dans le scouting report, c'est-à-dire que j'ai regardé 2 minutes de vidéo YouTube pour Jackson Davis, et ouais, il a l'air très brut de décoffrage, mais avec un jeu de passe qui peut être intéressant. Sinon j'aime bien Podziemski. Il va très bien rentrer dans les systèmes de Kerr à mon avis. Ensuite, il faut savoir maintenant s'il peut avoir un impact. Et je crois que Et est-ce qu'il va jouer? Est-ce qu'il va jouer? Et il me semble que sa mécanique de tir, je la trouve un peu longue à déclencher. Ça peut jouer des tours en NBA. Ouais, sa mécanique est pas forcément belle, mais elle est assez létale. Donc bon après. Les pourcentages c'était plus pour les close-out qui sont plus rapides en NBA, toi. Ah oui, ouais. Après, il aura le temps parce que ça va pas se refermer très vite sur lui au début, je pense. Puis après, il va quand même se retourner avec Steph Curry, quoi. Donc, il va monter à 48%. Je pense qu'en matière de shoot, il y a mieux, mais ouais, moi, j'ai Pods, c'est pas celui que je voulais de base. C'est vrai que quand j'ai vu Kyle Whitmore qui avait dégringolé, je me suis dit pourquoi pas. Et bon, en fin de compte, il est passé un tour après nous, et quand tu regardes pourquoi il a chuté autant, ça faisait peur. C'était un joueur très injury prone. Je pense qu'on a notre quota de joueurs injury prone dans notre effectif. Mais en scrutant un peu, donc surtout pour faire ce scouting report à vous présenter, je suis un peu, je vais pas dire tomber amoureux parce que c'est un grand mot, mais je l'apprécie de plus en plus, et surtout quand on voit un peu là ce qui sort sur Twitter, un petit peu des vidéos d'interviews et tout ça, ce qui sort de lui, il a l'air d'être vraiment à fond, et surtout ce qui m'a marqué, c'est surtout le fait de comment dire, de voir des choses et de les visualiser tout de suite, hein, le fait qu'il ait réussi à sortir les 18 noms avant lui, alors ça paraît rien, mais je pense que pour assimiler des plans de jeu et tout, c'est vraiment pas mal, quoi. Oui, il a l'air de très bien visualiser mentalement les choses. Et puis surtout, il a pas froid aux yeux, quoi. Et les joueurs qui ont pas froid aux yeux comme ça, voilà, moi j'aime bien, quoi. Ça prouve que le mec il est déter tout de suite, et ils ont montré tout de suite de ce qu'il est capable de faire, quoi. Et du coup, on vous invite à lire l'interview de Nico qui est dispo sur Dubnation FR, puisque Alan Guillou, qui est un ancien membre du média Envergure spécialisé sur le basket universitaire et du podcast Dunk Hebdo, a été recruté la saison dernière au sein de Santa Clara, qui était l'université de Podziemski. Et il a donc côtoyé toute la saison, et il nous transmet bien ça par écrit, c'est ultra intéressant. Allez voir ça. Université qui est à côté de San Francisco d'ailleurs. Ah oui, il est à la maison, notre rookie. C'est à 60 km, je crois, un truc dans ce genre. Pour continuer, petit point salarial, pour les contrats déjà existants, en anticipant le fait que Draymond Green signe à peu près 27 millions dans ces eaux-là la saison,
Est-ce que vous êtes capable de me donner à peu près le pourcentage du cap salarial qu'occupent les contrats de Curry, Thompson et Green? Beaucoup. Je commence. Là, c'est Le trio, là. C'est le grand jeu. Moi, j'aurais dit 120% de notre cap. Non, on est en dessous des 100 Wiggs. On est en dessous des 100% quand même. Ouais, j'aurais dit genre 85. Ouais, bah t'étais juste à côté, c'est 88% du cap. Donc ça montre bien déjà en fait la prédominance salariale de notre trio sur le salary cap. Mais si on rajoute Wiggins par exemple, on passe à 106% du cap. Et alors avec le nouveau venu Chris Paul, on a 128% du cap salarial. Donc j'aime bien imager ça en pourcentage parce que ça permet de comprendre plus facilement que tout simplement on va pouvoir signer que des agents libres au minimum vet cette saison avec le nouveau CBA aussi. Et la question c'est, est-ce qu'on est l'équipe avec le plus, enfin est-ce que notre on va dire le quatuor, du coup, si tu rajoutes Wiggins, parce que je pense qu'il y a un autre quatuor qui côté des Suns. Ouais, je pense que les Suns, ça doit plus taper que nous, par exemple, je pense. Parce qu'avec Bill, ça tape plus que Chris Paul de base, donc je pense que les Suns, ça peut être plus que nous. Donc là, c'est pour revenir sur les équipes qui risquent de dire ouais, les Warriors, ils sont un quatuor qui est le plus payé de la ligue, alors que non, je pense que du côté des Suns, ça doit plus payer que nous. Ah oui, puis les Clippers, l'année dernière, on n'était pas la franchise avec la plus grosse... Non, c'était les Clippers qui avaient ouais. Bah, ça jouait à quelques milliers près, mais c'était quand même eux qui étaient au-dessus. Donc voilà, c'était pour introduire l'épisode Free Agency, puisque là, il est l'heure de passer aux choses sérieuses et se projeter dans la tête de McDonald's. Alors, à quel tarif et pour combien d'années allons-nous re-signer Draymond Green? 5 millions à prendre ou à laisser. T'as perdu ta carte de membre, là. Non, en vrai, 3 ans. Ouais, 3 ans. Moi, je pense que je lui donne 3 ans jusqu'à Basé Steph. sur Steph. Je donne, je sais pas, 75. En vrai, 75 sur 3, c'est l'idéal. Ouais. C'est exactement ce C'est que j'avais l'idéal, noté. mais il va demander plus. Voilà. Bah, il va demander plus. Il va c'est demander son- plus et il Mais- sait très bien on ne peut pas ne pas avoir Draymond Green. Oui, dans Encore les une moves fois, qu'on a fait, voilà, bah oui. dans ce qu'on a fait et ce qu'on s'est orienté, c'est sûr que il a un Draymond, poids c'est dans notre 4 et notre 5, donc. voilà, donc Puis c'est surtout que c'est ce Clutch Port. Clutch Port, c'est LeBron James. Et enfin, après, je fais pas de dessin, hein, mais s'ils peuvent nous dépouiller. Mais non, ouais, je pense qu'il prendra plus, mais dans l'idéal, 75 sur 3, c'est vrai, ça serait ouais, vraiment le top. moi je pensais à 80 sur 3 aussi en dégressif pour on va dire alléger au fur et à mesure un peu nos finances Si c'est en même dégressif. temps. Dégressif serait très très bien. Eh, franchement, tu prends du 75 sur 3 ans en dégressif, mais Oui, non, C'est mais alors jackpot pour toi nous, Joe, ouais. toi tu veux un peu tout. Tu veux l'argent du beurre, le beurre et puis le cul de Draymond Green. Bon, ouais. Non, mais non, mais j'ai dit ça serait l'idéal. Évidemment, ça ne se passe Oui. pas comme ça parce que ça ne se passe Après, jamais comme on veut, mais on verra, mais peut-être qu'il Par le il passé, prendra il a moins. été capable de prendre moins. Hein. ouais. Après, Je suis pas sûr que ça soit le Draymond Green d'aujourd'hui. Ouais, c'est son dernier tu regardes contrat, ses là. dernières, tu regardes ses dernières déclarations en disant qu'il mérite un max, tout ça, machin. Non, C'est- Ouais. moi, je suis surtout d'accord qu'il a l'air avec... d'avoir des équipes qui sont à fond dessus, quoi. Je suis d'accord avec Mathilde. Pour moi, faut l'aligner, enfin, avec vous trois, en fait, même c'est Mathilde qui l'avait mentionné. Faut aligner le contrat de Draymond avec Steph. Donc, jusqu'en 2026, et le signer pour 3 ans. Le tarif juste, à mon avis, c'est, sur sa valeur, c'est 75 millions. Mais, il est free agent. Ça parle des Kings, ça parle des Grizzlies. Je pense que ça peut monter jusqu'à 90. Pardon, mais les Grizzlies, c'est hilarant. Oui, je sais. Ouais, les Kings aussi avec Domantas. Avec Ah, en vrai, c'est hilarant, mais imaginez pour les Grizzlies avoir Draymond Green en vrai. Ah, Bah, mais ça devient l'équipe la plus détestable. C'était déjà, mais là, à mon avis. Alors oui, mais ils font un step-up de fou aussi. D'un point de vue basket, en vrai, tu peux faire jouer déjà, on va dire un peu plus off-ball, à faire des cuts, etc. Et tu fais quand même une raquette de JJJ et Dre. Hein. C'est Enfin, quand même déjà, sympa. Tu sais, le temps que Jay il arrive, ça se trouve, Draymond Green, il serait déjà parti de la franchise, ils l'auront viré. Hein. De Salaud. toute façon, un match sur 2, il y a un gars suspendu déjà. C'est vrai. Ouais. Du coup, on est d'accord, en gros, Draymond, c'est 3 ans et entre 75 et 90, en fonction de ce qu'il Ouais. veut Ouais, nous accorder. 90 cher payé et 75 le bon tarot comme Ouais. on dit. Mhm. Maintenant que le cas de Draymond est réglé, il y a Clay qui est susceptible de prendre une extension dès cet été.
Je vous pose la même question, même principe. Combien d'années et combien de dollars dépensés? Tout ce qu'il veut, je lui donne. Ah bah non, il a déjà pris, il a déjà pris pendant qu'il était blessé. Oui, Après, c'est pas de sa faute, mais Non, mais du coup, je pense que ça va être une Ça va partie jouer, de oui. l'argumentation pour le front office. je pense qu'il va avoir un cut, un rabais comme Wiggins. après, je suis tenté de dire que Klay Thompson, je suis tenté de dire que Klay, il va être raisonnable et se dire, bon, les gars, j'ai bien mangé pendant 4 ans, Ouais. 2, je prends moins. Je suis tenté de penser ça, mais en fait, Klay, il est super compliqué à cerner, donc tu sais pas vraiment ce qu'il pense et je sais pas en vrai. Je sais pas ce qu'il serait Clay, il a capable. un côté, il veut absolument, il veut pas partir des Warriors et il veut continuer à jouer pour Steve Kerr et avec Steph et tout ça. Et en même temps, il y a son ego qui ressort parfois et qui fait dire, il va demander un max. Bah, le truc, c'est que ouais, j'étais plus susceptible de me dire que, enfin, entre Klay et Draymond, je suis plus susceptible de penser que Draymond puisse plus partir que Klay, en fait. Klay, pour moi, j'ai pas cette sensation qu'il partira. Que Draymond, tu vois, j'avais quand même cet a priori de me dire, ah, mais tu sais, il peut quand même partir. Klay, je l'ai pas. Donc, quoi qu'il arrive, je pense qu'il restera. Il me faut des années, un chiffre, là. Moi, je verrais 120 millions sur 3 ans. Ah, mais 120 du millions. coup, ça lui fait une année de plus que Curry, alors. Ça fait 40 millions la saison? Ouais, mais ça me Ouais, choque c'est- moins pour le coup, une année de plus que Steph. Après, Steph, je pense qu'il a plus Ouais, non, populaire peut-être pas 120, peut-être pas 120. Non, je pense. T'as ouais. voulu dire 90, non? 100? Non? 100 sur 3? Ouais, non, 100 sur 3, ouais. 3. Ouais. Ouais, parce que actuellement il a 43 millions cette saison, hein, donc ça serait presque, Ouais, c'est ça. Ouais. ça serait presque le même deal, 120. Oui, ça paraissait beaucoup. 90, moi, je Oui, pense. non. je crois. Oh, 90, ça serait le top, mais Ouais, mais moi, J'y tu sais, crois pas trop. moi, tu sais, c'est le monde des bisounours chez moi, hein, tu sais. t'es optimiste. Ah, très optimiste. Moi j'ai aussi Il faut. le juste prix à mon avis, c'est pareil, c'est 90 millions. C'est pareil que vous. Ah, déjà, la question à se poser, c'est, vous donnez plus à Draymond ou à Klay? À Clay. Déjà, la question, elle part de là. T'es le front office, tu préfères donner plus à qui? À Dre, à Klay, ou tu veux mettre les deux pareils? Ensuite, les situations sont différentes. Draymond, si on le perd, on récupère rien derrière parce qu'on peut plus re-signer en fait. Donc Draymond peut faire pression là-dessus. Ça, c'est important, je suis d'accord. Et puis Klay, surtout, c'est que bon, on parle de resignature, mais il est encore, bon, il a cette année, et puis il a sa player option, qui dit qu'il va pas dire, les gars, rien à foutre, je la prends. Il a une player option, Ça, et Klay? où, Ah, il a une player- 2023-2024, ouais. Ouais, il a une player option. et Ah, je puis sais il peut aussi vouloir se mettre dans la même situation que Dre pour qu'on n'ait pas le choix de lui filer une grosse extension aussi, hein, l'année En prochaine. 2024, ouais. Bah ouais. Très bien. Bon, bah Non, pour non, le. non, Adri, il a pas de player option, hein, Klay Thompson. Il a 2023-2024, c'est pas une player option? Bah non, c'est son contrat, c'est son dernière année de contrat, c'est tout. Ah, ok, Oui, oui, pour il moi, me semblait. c'était en player Non, option, il est- pour moi. non, 43 Ok, millions, après, my il est bad. free agent. Donc, Ok, pour moi, il avait, tu sais, une player cette année, et il fallait qu'il l'active, et Ah non, il a pris. ok, non. Pour ça, je te suivais pas. Ouais, c'est garanti. Bon, Ok. bah du coup, on est relativement d'accord sur le cas Draymond et Klay, donc à peu près 75 millions pour Draymond. Si on le signe correctement, ça peut monter jusqu'à 90 sur 3 ans, et à peu près 90 pour Thompson, ça peut monter jusqu'à 100. On parle là-dessus. Ouais, en gros. en fait, moi, voilà, juste pour conclure, je pars du principe que c'est con à dire, hein, mais aujourd'hui, je sais pas si je donne à Klay et Dre, je sais pas si je leur donne autant ou plus que Andrew Wiggins, en vrai. Je pense que je leur donne un peu moins. Bah, ensuite, Donc en dessous de 30 Non, millions. mais c'est des situations Ouais. différentes aussi parce que enfin, comme tu leur payes ce qu'ils représentent aussi, donc c'est un peu bizarre. Ouais, mais je veux dire, je suis pas partisan du fait que Steph, c'est différent. Parce que Steph, voilà. C'est Steph. C'est Steph. Non, mais Steph, c'est du même acabit qu'un LeBron ou tu vois, ça, ou qu'un Kobe à l'époque, tu vois, mais payer parce que pour service rendu, ben finalement, ok, c'est service rendu, mais ça te rend pas service pour le futur, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Donc, Ouais, mais disons qu'ils sont plus amenés à négocier haut que ce que Wiggins pouvait faire, sachant que Wiggins avait avant ça un contrat mirobolant. Oui. très très haut pour ce qu'il pouvait produire. Très bien. C'est des situations différentes, quoi. Ouais. Pour enchaîner, avant de foncer sur la liste des agents libres, est-ce que vous pensez que le trade qui a été fait entre Poole et Paul sera le dernier et qu'il y a des joueurs du coup ou pas, et qu'il y a des joueurs qui devraient s'inquiéter de leur avenir chez les Dubs? On en a tous un en tête, c'est
c'est Kuminga qui est une pièce qui peut avoir de la valeur et encore j'ai un doute parce que faudrait trouver une équipe qui veut reconstruire un peu comme Washington. Comme nos amis de Washington, mais qui a un mec qui pourrait nous intéresser. Et en vrai, j'ai du mal à voir aujourd'hui une équipe qui aurait besoin directement de Kuminga et qui peut nous proposer un joueur qui peut nous intéresser. Et il faut que ça matche contractuellement, parce que nous, contractuellement, on est au centime près. Donc j'ai un peu de mal. Et surtout, c'est que Dunleavy a dit qu'apparemment, il comptait sur Kuminga. Mais bon. Il comptait sur Poole. Ouais, alors ça... Il comptait sur Poole aussi, on est d'accord. Ouais. Donc moi, je verrais pas d'autres gros moves, personnellement. S'il y en a un autre, ça sent le move dont on parle pendant 3 semaines en continu sur toutes les chaînes télé, quoi. Ça veut dire que oui, Draymond Green pourrait en signer une trade. Wiggins qui bouge. Et Thompson, ça serait de ouf, ouais. Ou sinon, après, ça me semblerait bizarre, mais d'envoyer peut-être, bon, il y a Gary Payton qui a un contrat à 8 millions, donc un mec autour de 10 millions, mais qui aurait une valeur de Gary Payton et de Kuminga. Voilà, j'ai du mal à trouver. Mais le problème, c'est que déjà on le sait, hein, je pense que le Tekel Suko qui est Kuminga, hein, j'aime bien l'appeler comme ça. Je pense que c'est lui qui est le plus menacé. Maintenant, faire un trade, le blockbuster trade, entre guillemets, on l'a fait. Mais quand on regarde nos salaires, c'est-à-dire que Gary Payton 2 prend 8,3 millions et actuellement, et après ça monte direct à Andrew Wiggins à 33 millions. C'est-à-dire qu'entre les deux, il y a rien. Et c'est compliqué de faire des trades quand t'as pas des contrats, vous savez, des contrats intermédiaires, oui. Ouais. Voilà, des petits contrats intermédiaires, parce que là, si c'est des contrats à 8 millions, c'est forcément des contrats où tu vas ajouter d'autres joueurs. Parce que, je veux dire, nous, des franchises avec nos salaires, il y en a pas. Il y a pas beaucoup de joueurs dans les autres franchises à moins de 10 millions. C'est souvent un peu plus au-dessus. Et ça va te compliquer, mais Kuminga, s'il part, il partira pas tout seul, quoi. Donc, c'est-à-dire que tu vas te dépouiller pour prendre un joueur et aller rechercher d'autres free agents, en contravette, du coup. Et si c'est des contravettes, ce sera pas forcément des joueurs. Je suis pas sûr que tu gagnes au change au final, quoi. Là, c'est pour ça en fait. Donc, Kuminga le prendre, mais comme tu dis, Adri, il faut prendre une équipe qui se reconstruit assez vite et qui a besoin de Kuminga et qui a des joueurs qui t'intéressent. Mais aujourd'hui, je vois pas quelle franchise pourrait le faire, quoi. Très bien. Du coup, maintenant, on va essayer de compléter l'effectif avec les places qui restent, qui sont vacantes. En partant du principe que Drummond re-signe, il y a 4 spots ouverts dans le roster. Alors, première chose, est-ce que vous souhaitez revenir voir des joueurs de la saison passée? Dans la liste, il y a Jamichael Green, Anthony Lamb, Ty Jerome, Lester Quinones, Guy et Dante DiVincenzo. Sachant que pour les deux derniers, on sait toujours pas si Guy va prendre sa retraite parce que lui aussi a 39 ans. Et Dante, c'est sûr qu'on peut pas le re-signer. Il a une player option qui va décliner et il va aller chercher un gros contrat ailleurs. Donc, moi, Lester Quinones. Ouais, moi aussi. Sur un spot, du coup, un contrat garanti dans les 15 et pas un two-way. Non, two-way. Sur un des 3 two-way pour moi. Ah, sur les two-way. Pareil. Ouais. Voilà, parce que moi, il m'avait, comme je disais tout à l'heure en préambule, quand on parlait de Ryan Rollins, je disais que je pense que Ryan Rollins, on a Lester Quinones qui avait montré des belles choses avec Santa Cruz. Moi, je pense qu'il est prêt à passer au cap supérieur en NBA. Et je pense que ça peut être un très très bon élément pour le futur avec la progression qu'il a. Donc two-way, le contrat garanti c'est peut-être encore un peu trop, mais je pense que two-way avec potentiellement le fait de faire plus de matchs que la saison passée avec les Warriors pour qu'ils progressent, quoi. Moi je suis sur Ty Jerome en contrat garanti. Ok. En troisième meneur. Je pense que ça serait le meilleur troisième meneur entre guillemets qu'on a vu depuis longtemps. Il a prouvé qu'il pouvait apporter, qu'il pouvait un peu gérer la main et il a un petit flotteur. Moi franchement, Ty Jerome en troisième meneur, je signe tous les jours. En vrai, il a un côté get buckets un peu quand même. Après c'est con, mais Chris Paul c'est un peu dans le même délire que lui, quoi. Oui. Bah justement, c'est quand Chris Paul est blessé. C'est la continuité pour les back-to-back.
Là, Jérôme, ouais, j'étais pas fan au début, puis au fur et à mesure de la saison, j'ai apprécié, puis il est proche du trio en plus, donc ça peut peut-être favoriser son retour. Ouais, moi je l'appelais pas de taille Jérôme, mais référence culinaire de l'Asie. Mais bon, je suis pas fan non plus. Après en troisième meneur, oui, pourquoi pas. Mais est-ce que lui pourrait pas aller choper un petit contrat un peu plus que le minimum, c'est-à-dire 2-3 millions? Et on sait que pour des joueurs comme ça, qui sont border NBAers, et qui sont entre la NBA et l'Europe ou autre. Est-ce que lui, si par exemple il y a une équipe qui lui dit bon, nous on a encore un peu de thunes, au lieu de te donner le minimum, on te donne 2-3 millions l'année, est-ce qu'il prendrait pas? Donc ça c'est mon inquiétude pour Ty Jerome, et puis bon après, dans tous les cas, aucun souci pour le reprendre. Si on le prend en fait, il sera plus spec l'année dernière, parce que l'année dernière il était en two-way. Donc, oui, c'est sûr, mais voilà. Après, pour le minimum, je sais pas combien il peut prendre. Je sais qu'il y a certaines règles, tout dépend du nombre d'années que t'as dans la ligue ou tout ça, je crois, l'âge et tout. Non, mais oui, mais je pense pas qu'il prendrait un gros contrat, mais enfin un contrat. Mais tu vois, je sais il y a peut-être une équipe qui peut lui donner 2-3 millions au lieu de lui donner le minimum qui est à 2. Enfin non, c'est quoi, c'est 900? C'est 900 000 pour le quoi, 1 million. Le minimum vet. Je crois que c'est 900 000. Je te dis, le minimum, ouais, ça doit être ça, ouais. 950, quelque chose comme ça, donc. Je sais que cette année, il prenait 508 000 euros. Et que. Dollars, mais ouais. C'est la même. Euros, ouais, c'est la même. Ouais, dollars. Donc, ouais, pourquoi pas. Et sinon, Quinones, j'ai aucun avis sur lui. Après, il a une qualifying offer. Ah oui, c'est vrai. À presque 2 millions. Presque 2 millions. Ouais. Mais est-ce on lui donnera pas 2 millions? Je sais pas. Si vu ça veut dire qu'on le paierait 4 ou 6. J'allais dire, avec les taxes, on le paye 85 au final. oui, avec la taxe qui se répète, oui. La repeater, on doit être à 6, je crois. Donc, 6 ou 7. Entre 4 et 6, donc je pense pas qu'on lui donnera la qualif. Ok, très bien. Donc on partirait potentiellement sur Quinones et Ty Jerome. C'est bon, toi. Ouais, non, les autres on oublie. Hein. On est d'accord. Rapidement, quel profil vous souhaitez pour compléter le roster qu'il faut aller chercher? Un guard, on en a pas assez. Bon, on est tous d'accord pour dire, bon, essayer de trouver des postes 3, 4, 5 qui ont de la taille et qui sont plutôt athlétiques. Ouais, surtout 4-5. Hein. De la taille et du muscle. Est-ce que vous avez après, un poste 4-5 que vous avez repéré? J'ai fait des petites recherches et le marché des free agents au niveau des pivots est assez maigrichon. Ouais, pas grand chose à se mettre sous la dent. Il y a Hassan Whiteside qui serait disponible, mais est-ce qu'il fit chez nous? Pas sûr. Il fit pas du tout. Non, vraiment. Pour jouer 10 minutes ou 5 minutes même, selon nos rotations, parce on jouera toujours small ball, bon, ça peut passer. Moi, j'ai vu Trey Lyles, mais il est chez nos concurrents de Sacramento, donc pas sûr qu'il soit libre. Ouais. Pas sûr du tout. Non. Surtout pour un prix, est-ce qu'on peut il prendra pas le minimum vet, je pense, en plus, donc compliqué. Vraiment, au niveau des bigs, j'ai pas trouvé, moi, chaussure à mon pied, si j'étais GM. Mais en poste 4, j'ai vu Crowder, Derrick Jones Jr., par exemple. Ouais. Qui pourrait être susceptible de prendre des minimums, et Joe Ingles qui peut jouer 2, 3, 4. Oui. Ça dépend si tu veux jouer grand ou pas. Voilà, Joe Ingles qui vient de Milwaukee, qui lui très clairement pourrait prendre un contrat, voilà, c'est vrai qu'il a des blessures aussi, mais bon. C'est un très bon joueur non? Oui. Ouais, il a 36. Oui, c'est vrai qu'il va bien avec le reste. Il fit bien avec l'âge. Alors lui, il est vieux et il joue vieux. Oui. Ouais, c'est le premier pas de mon grand-père, un peu. C'est ça. Crowder, ça serait super, mais j'ai peur qu'il signe à plus que le minimum vet. Tu sais, cette année, il prenait déjà un contrat vet, hein, donc. Non, c'est vrai. Donc voilà. Et après, moi, j'avais des petites suggestions. Bon, refaire venir Damian Lee en troisième guard. Voilà, la famille. Ouais, je crois qu'il va prolonger aux Suns. Ah ouais? Il l'aime bien là-bas quand même. Surtout il a fait du bon taf l'année dernière. Surtout qu'ils ont pas le choix, ils ont pas de cap space non plus. Donc. Ouais. Moi je l'avais aussi, mais j'ai peur aussi qu'il prolonge aux Suns, et comme on en parlait tout à l'heure, avec un petit contrat de 3 millions, tu vois, un peu plus que. Ouais, oui, voilà, exactement. Et sinon, j'avais un désir, mais c'est un guard, c'est Eddie Rose.
qui s'est un peu effacé avec l'avenue de notre ami Chris Paul. Mais avant Chris Paul, j'aurais bien aimé un D-Rose parce que D-Rose peut jouer poste 1-2, on va dire, et il aurait pu apporter ce qu'on n'a pas vraiment. Ça veut dire un mec qui peut prendre la balle en main et aller drive et attirer la défense, ce qui nous manquait cruellement cette année. Voilà. Pourquoi pas. Mathilde, t'avais repéré quoi, toi? J'avais repéré le manque de choix dans les pivots, ça c'est sûr. Ouais. D'où le fait que je pensais que la draft serait un peu différente. On en parlait tout à l'heure, mais Jakob Poeltl, il va re-signer pour plus que ça. Il va prendre au moins 20 millions, Jakob Poeltl, je pense. Oui, c'est ça. Et après, tu tombes vite soit sur des vrais vieux, hein, qui n'ont plus grand chose à faire dans la ligue. Pour rigoler, on parlait tout à l'heure de Kevin Love. Il y en a qui étaient intéressés, mais voilà, moi, c'est compliqué. Il y a des noms, hein, mais c'est pas facile, et de trouver un fit aussi. On sait que le jeu des Warriors est quand même un peu exigeant, particulier, et que Steve Kerr a besoin d'un grand qui sait faire des passes plus qu'autre chose. Et donc c'est vite un peu compliqué. C'est toi, Joe, qui parlait de Bismack Biyombo aussi? Ouais, Bismack Biyombo, ouais, j'aime bien. Biyombo, ouais. Mais comme lui pareil pourrait re-signer aux Suns pour le minimum au vu de leur effectif et de leurs besoins. Ah, le problème c'est ça aussi. Exactement. On a qu'un contrat vet à donner, donc. Moi j'avais repéré un ancien. Andrew Bogut doit revenir, sinon il peut venir lui, je pense, pour le contrat vet, non? Alors je pensais pas Andrew Bogut, moi, mais plutôt sur le poste 3 Toscan Anderson. Ouais. Oui, qui fait plus 4, mais 3-4, que 3. Qui a fait des appels du pied pendant les playoffs. Il joue plus grand que sa taille, lui. Lui, pour le coup, je pense qu'il reviendrait. Ouais. Il fera du bien pour le vestiaire. C'est un gars avec l'énergie. Je pense, en fin de rotation, il serait parfait. Et sinon, pour le poste 4, moi, j'ai trouvé vraiment personne sur le marché en minimum vet. Hein. Enfin, vraiment qui m'a intéressé. J'ai Saric entre parenthèses, mais pour moi, il va signer au-dessus. Et poste 5... Il y a du Jalen McDaniels, mais... Ouais, mais ça va... Il signera plus, lui, déjà. Ouais, il va prendre au-dessus, je pense. Ouais, et surtout, je crois qu'il a une option avec Philly de mémoire. Ah, peut-être, je sais pas. Et un poste 5 qui puisse jouer en plus avec Draymond et Looney, donc ça veut dire un peu de shooting, c'est compliqué. Il y a Myers Leonard qui shoot un peu à 3. Ah, mais il est finito, lui, on le voit plus. De toute façon, ça va être compliqué. Hein. Et j'ai sinon, autre style, énergie, il y a Metu du côté des Kings que j'aime bien, mais pareil, c'est pas... Ah, chez Metu, ouais. Ouais. Donc, après, moi j'ai vu plusieurs noms. Le problème c'est que les noms que j'ai vus, je pense pas qu'ils prendront un minimum vet. Alors évidemment, je rêve de Brook Lopez, mais ça c'est mort, on peut oublier. Tout le monde rêve de Brook Lopez. Après, alors je suis désolé. Et son frère, sinon, qui est dispo. Oui, il y a Robin. Ouais. Robin, ouais, mais Rollo. Non, lui, il pue la merde, lui, c'est fini. Bah non, il pue pas la merde, mais, voilà, il est pour le divertissement. Voilà, il est là pour boire son thé. C'est un peu comme quand t'avais pris Anderson Varejao, quoi. C'est un peu dans le même délire, quoi. Oh waouh. Mais après, je sais que il y a des noms qui vont pas plaire à Nico parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui l'aiment pas, mais je suis désolé, mais on n'a pas le choix. Mais je pense un mec comme Mason Plumlee, par exemple, je pense que ça pourrait être pas mal, ou même un petit Frank Kaminsky, tu vois, mais ou un Mike Muscala, mais c'est des noms qui peuvent potentiellement prendre plus qu'un minimum vet. Après, poste 4, il y en a un que je rêve vraiment, et je le voulais déjà là pour la trade deadline, c'était possible, c'était PG Washington. Mais je ne pense pas qu'il prendra un minimum vet. Oui, parce que c'est un jeune et je pense pas qu'il prendra au-dessus, ouais. Donc, Kevin Love, après, je me dis c'est un pote à Klay Thompson, mais pareil, il y a beaucoup d'équipes contenders qui vont essayer de prendre Kevin Love, donc c'est pas facile, hein, mais j'aimais bien TJ Warren aussi, poste 3, mais c'est pareil, je pense qu'il peut prendre plus, malgré qu'il ait une carrière un peu en dents de scie ces derniers temps. Il y a du Thaddeus Young aussi, pourquoi pas. Ça me plaît pas mal, ensuite ça fait... Sinon, on reste dans l'idée et on prend du Donis Slim, hein, il est libre. Après, il y avait aussi Danny Green, mais si on prend Danny Green, je pense que Nico, je l'ai vu passer dans la liste. Je pense que Nico, il pète un peu, il quitte la franchise, donc non. Non, mais Chris Paul et Danny Green qui arrivent, on est sur un top 3 des joueurs les plus détestés par la Dub Nation, je pense aussi. Danny Green, je pense c'est retraite, là, il y a personne qui va le signer, à mon avis. Ça fait 1 an qu'il a pas joué, et lui aussi. Ouais, il y a moyen. Ouais, c'est compliqué, hein, mais... Ah ouais, c'est compliqué, hein. Donc, il n'y a pas de coup de cœur au minimum vet, en tout cas.
Enfin, si moi j'en ai un, c'est Non. GTA, vraiment, mais c'est plus alchimie d'équipe. C'est affectif. Et pour faire un peu le lien, parce que j'aimerais bien avoir des joueurs qui sont dans le range de Looney et Wiggins au niveau de l'âge, qu'on n'ait pas que les Baby Dubs et les fossiles d'un côté, quoi. Ouais. Ça a été ce problème cette année d'ailleurs. Ah oui, bah on avait perdu Autoporteur, Bielicha, GTA, Damoni. Soit des plus de 30, soit des moins de 25, t'avais pas entre les deux. Donc ça va être compliqué, donc faut s'attendre s'il n'y a pas de trade à avoir une sélection là sur 4 postes. En fait, on sera peut-être content d'avoir Iggy s'il re-signe. Bon, en vrai, j'espère pas. Dans le staff, pourquoi pas, mais en joueur, il prend une place pour rien. Bon, très bien. C'est juste con parce que sa carrière, il sera pas Si on le parti sur prend un en hommage. ouais, Quoi. sinon. Ça serait un manque de respect Le quand même non-respect. pour un Hall of Famer. Mais on lui retire son maillot quand même. Bah, tu le prends sur un 10 day et puis tu lui fais un dernier match comme ça, il fait un petit hommage et basta quoi. Ouais, par contre, c'est un peu frustrant là, la fin de carrière du coup. C'est pas les Boston qui avaient fait ça avec Paul Pierce ou un délire comme ça, je crois. Si. Ah, donc tu fais un peu à la Paul Pierce quoi. D'accord, très bien. Bah on arrive déjà à la fin de l'épisode. Déjà, ça fait 2 heures. Alors c'était un peu chargé, hein, donc désolé pour ce premier épisode, mais il y avait énormément de choses à raconter. Vraiment, l'intersaison était hyper animée. Est-ce que vous avez un petit mot de la fin pour chacun? Merci beaucoup, Quentin, Pas de souci. d'avoir animé cet épisode. Ouais, merci. Alors c'était un petit peu le foutoir, mais bon, c'était le premier. Je Oui, pense c'était qu'on va, au fur et à mesure du temps, on va essayer un peu de s'accorder, mais donc voilà, c'était bien sympathique et il y avait énormément de choses à dire et encore, on n'a pas encore tout dit, donc c'est dire tellement il y avait de choses à dire. On avait encore en stock, oui. Et toi, Adrien? Bah, merci à toi pour l'invitation sur le podcast et merci à Nico aussi de nous avoir tous rassemblés. Voilà. Oui, et on pense à ceux qui sont dans le projet mais qui n'ont pas pu être là ce soir parce que là, il y a nous 4 dans l'équipe, mais on est un peu derrière, un peu de monde derrière à participer à SplashPod. Eh ben merci à vous aussi d'avoir été là, ça a été sympa, j'espère qu'on a été clair. On se retrouve donc pour le prochain épisode en septembre pour le début du camp d'entraînement, sauf peut-être s'il y a des mouvements majeurs la semaine prochaine, faut voir. D'ici là en tout cas on vous enverra des petites chroniques sur les réseaux sociaux pour vous faire passer l'été. Donc voilà, j'espère que l'épisode vous aura plu, on attend vos retours et n'oubliez pas de vous abonner, de partager pour que le podcast grandisse avec vous. Allez, prenez soin de vous, night night.